Hey, salut, encore une fois, très, très le fun de vous savoir là. Ça continue, de plus en plus de gens s'abonnent à nos plateformes, autant la chaîne YouTube sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute. Lecarnet.ca, c'est le fun de vous retrouver là sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. On vous aime beaucoup quand vous venez partager ce qu'on fait puis que vous commentez ce que vous avez entendu, lu sur nos trucs. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Nous, on a au moins tout autant de plaisir à faire ça. On le fait avec une belle gang de passionnés ici. Puis la gang de Doki Doki aussi qui nous permet d'avoir un visuel extraordinaire, un endroit magnifique avec pignon sur rue à Québec. On est très, très fiers d'être dans le cœur de Québec grâce à Doki Doki. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Suivez-le pour vrai, là, création musicale et sonore de haute pointe, de très, très haute pointe. Et ça me fait extrêmement plaisir, parlant de ça, de web puis de création, d'avoir un gars qui est probablement, en termes de carrière, le plus jeune des artistes qu'on va avoir reçus jusqu'à maintenant. Ouais. Je pense même en termes d'âge, mais assurément de parcours parce que ça a explosé, particulièrement dans les 5 dernières années. Si je vous dis Michael Vigneault, probablement que ça vous dit absolument rien, mais c'est quand même le gars derrière 3 énormes hits déjà que nous, on connaît beaucoup sur les radios au Québec et même au pays, que sont entre autres Night in Paris, Take Me Away et plus récemment Calling, en collaboration avec des artistes qui rayonnent. Hello Black, entre autres, plus récemment avec Sam Feldt, qu'on a vu au Festival d'été de Québec. On t'a vu avec lui également. Ouais. Il vient de sortir son premier album, on l'attendait, Forever Young. Donc, ça fit tout ça. J'ai vraiment hâte de discuter avec toi parce que c'est un aspect que les gens connaissent pas trop, la musique électronique, comment on développe tout ça. Puis, l'aspect aussi sur lequel tu travailles, les réseaux sociaux, on est en 2025, puis toi, tu as pris d'assaut il y a 5 ans vraiment cette formule-là. Fait que ça va être vraiment intéressant de discuter avec Mike DeMero. Merci d'accepter l'invitation. Très, très cool. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est le fun. Écoute, c'est sûr et certain que je ne peux pas faire autrement. Québec a quelque chose de spécial pour toi parce que tu as vécu beaucoup de premières. Fait qu'on va en rediscuter. Mais on va retourner un peu dans la genèse de ce qu'a créé Mike DeMero. En même temps, j'ai envie de te faire rappeler un peu ce qui est derrière ton nom d'artiste. C'est un hommage à ta mère, un peu d'une certaine manière. Ouais, je me rappelais pas d'en avoir parlé, mais ouais, en fait, honnêtement, c'est parce que je suis vraiment pas très bon pour trouver des noms là, pour quoi que ce soit. Puis là, à un moment donné, je cherchais un autre DJ. J'étais rendu dans les DJ, je sais pas quoi. Tous les noms avec le mot DJ. DJ quelque chose. Ouais, DJ quelque chose. J'étais comme, pour vrai, non. Là. Puis là, finalement, à un moment donné, j'étais comme... Ma mère, c'est de Rome. Si j'inverse le ro puis le me, ça fait Demero. Ça sonne bien dans toutes les langues. On y va avec ça. Ouais, fait que Mike Demero. Mike, c'est... Bah oui, non, là, ouais, ça, c'est ça. Fait que finalement, ça m'a paru comme évident, tu sais, puis c'était comme plus simple à gérer, là, comme choix de nom. Tes parents trouvaient ça comment quand tu leur as soumis le fait que ça va être ça, ton nom d'artiste? Je m'en rappelle pas. Ça fait quand même parce que l'affaire, c'est que j'ai choisi ce nom-là comme 3-4 ans avant que je commence les réseaux sociaux. Fait que j'étais un peu jeune pour me rappeler de leur réaction. Je suis pas trop sûr, mais probablement que ma mère elle trouve ça cool, là, qu'il y a une trace de son nom là, dans mon parcours musical. Là. C'est effectivement le cas. T'es jeune, on l'a mentionné d'entrée de jeu, puis je veux quand même revenir avant cette période-là où finalement tu décides de prendre le taureau par les cornes puis d'aller de l'avant avec ce rêve, cet objectif même, je dirais, parce que je dis toujours il y a une bonne différence entre les deux, entre le rêve et l'objectif, mais il y en a un qui peut être éternel, puis l'autre, fait en sorte que tu avances, tu sais, puis tu peux cocher des cases. Mais la musique électronique, souvent, c'est fascinant parce que vous n'êtes pas considérés comme étant des musiciens. Alors que dans ton cas, c'est pas nécessairement vrai parce que tu baignais dans la musique déjà, puis dès un jeune âge, t'as joué de la musique. Ouais, mais le truc, c'est parce que le terme DJ, c'est comme le plus démocratisé là, dans la musique électronique. Puis de base, un DJ, c'est quelqu'un qui va mixer des chansons ensemble, qui va lire une foule, qui va faire qui va passer d'une chanson à une autre dans un contexte où est-ce que ça fonctionne. Mais
DJ aujourd'hui, c'est comme rendu, mettons, un David Guetta, on va dire que c'est un DJ, ce qui est vrai quand il se produit sur scène concrètement, mais c'est beaucoup plus large que ça. La plupart des DJ aujourd'hui qui se font connaître, c'est avant tout des compositeurs. On les appelle aussi des producers. Des producers, c'est ça. Réalisateurs. C'est ça, des réalisateurs, des compositeurs. Puis ben, pour composer de la musique, pour réaliser de la musique, t'as pas le choix d'être un musicien. Mais le truc, c'est que les gens font pas toujours l'association là, entre... parce que le terme DJ, de base, ça implique pas nécessairement de connaître la musique tant que ça. Fait que ben, ça implique de la comprendre, mais pas de savoir comment la créer nécessairement, tu sais. Je vais te le dire, moi, mon poste, ou en fait, mon métier de base, c'est animateur radio. On dit un host en anglais, mais souvent, on nous appelle les DJ, disc jockey, parce que à l'époque, on poussait des disques, on tournait des vinyles. Ben c'est ça. C'est là où est-ce que je pense qu'il y a une certaine confusion, puis c'est normal, parce que il y a des gens encore qui pensent que mes chansons, tu sais, mettons ma chanson Night in Paris avec Hello Black, il y a plein de monde qui pense que je sais pas trop comment, mais que j'ai trouvé une voix quelque part, puis que j'ai avec un drum pad, j'ai trouvé des sons que j'ai samplés, mais tu sais, c'est pas ça, là, concrètement. C'est un peu réducteur quand même. Ben, tu sais, puis en même temps, je peux comprendre, la confusion vient d'où, mais non, c'est vraiment, tu sais, de base, mettons, en tout cas, dans mon cas, les chansons, je les compose de A à Z, je vais même écrire les paroles la plupart du temps, puis fait que c'est là que j'ai quand même une certaine compréhension de la musique, je pense, là. Mais tu as ça depuis ton jeune âge, parce que je pense que la musique est importante dans ta famille, mais même toi, à 7 ans, quoi, tu as commencé à jouer du violon? Ma famille paternelle, ils viennent beaucoup des îles La Madeleine, puis là-bas, tu sais, d'importer du 31 décembre, ça jouait comme de l'accordéon, puis des instruments comme ça. Puis, fait que, tu sais, j'étais vraiment exposé à la musique beaucoup. Je pense que tout le monde dans ma famille paternelle a eu le rêve de vivre la musique, et juste, ben, tu sais, comme tu disais, ça s'est pas vraiment traduit en objectif pour personne. Puis quand j'avais comme 7 ans, mon père m'a demandé si je voulais jouer d'un instrument, puis j'ai choisi le violon, là, je sais vraiment pas pourquoi. Ça, puis la flûte à bec. Ouais, je sais, tu veux scraper la vie d'un parent. Ouais, je sais. Mais ils t'ont demandé de choisir. Ma mère, elle me dit encore qu'elle trouvait ça beau quand je jouais du violon. Je pense qu'elle m'aime juste un peu trop, parce que je suis pas sûr que c'était si beau que ça, là, mais... Bonjour, maman. Mais c'est vraiment ça qui m'a initié, parce que... C'est ça, regarde, on l'a retrouvé, la raison pour laquelle tu lui rends hommage dans ton nom d'artiste. Ouais. C'est parce que... Ouais, ma mère qui trouvait que c'était très beau quand je jouais du violon. Pas trop dur, là, mais... Puis, oui, c'est ça. Puis, mais c'est parce que j'aimais ça vraiment comme créer mes mélodies sur le violon, mais à chaque fois qu'il fallait que je pratique une chanson sur une partition, je le faisais pas, là. J'allais jouer à Mario Bros à place ou quelque chose d'autre, là. Puis, à un moment donné, mon prof, il me dit, je pense que il m'a montré un logiciel comme de partition, tu sais, pour composer mes propres chansons. Puis là, je me suis mis à faire de la musique beaucoup dans mes temps libres. Fait que mon prof, il a dit à mes parents, je pense que c'est là, sa passion, là. Mais c'est comme justement la liaison entre ces deux passions, en fait, la musique puis le jeu vidéo, un peu, tu te retrouves devant l'écran, tu ouais, ben je pense, je suis peut-être un peu nerd de base, c'est peut-être ça, ouais, en effet, parce que... Ouais, clairement. Il faut, pour faire ce que je fais, je pense qu'il faut être nerd un peu, là, mais ouais, je pense que c'est ça, là. J'aimais, parce que aussi, il y a de quoi, écrire des partitions sur un ordi, il y a de quoi de très jeu vidéo là-dedans, là. Fait que mon prof, il a dit à mes parents, je pense qu'il est là sa passion plus que dans le fait de pratiquer un instrument, là. Puis, fait que là, à partir de, je pense que j'avais 10-11 ans à ce moment-là, puis j'ai commencé à évoluer là-dedans, là. Fait que là, tes parents, ils voient ça comment? Parce que ça nécessite évidemment du temps que tu vas passer devant un écran, un peu comme tu disais, tu sais, nerd, oui, je sais pas, mais il y a un peu un côté geek à ça, où tu es toujours arrivé là, puis on vit quand même, t'es né, toi, dans une ère où on essaie de faire en sorte que les jeunes se décollent des écrans, puis c'est un truc un peu solo aussi, tu sais, t'es tout seul dans ta bulle. Comment tu naviguais dans tout ça avec tes parents? Est-ce que les autres, ils étaient quand même assez permissifs, puis tu comprenais que t'étais en mode créatif tout de même? Ouais, non, mais à ce niveau-là, oui, parce que mes parents, ils ont tout le temps été comme très disciplinés là, au niveau du temps d'écran, puis les jeux vidéo, puis ils m'ont tout le temps forcé à aller jouer dehors, puis faire des Legos, du dessin, n'importe quoi. Là. Je pense aussi que c'est ça qui m'a aidé à développer ma créativité beaucoup. Mais tout ce qui était création, puis aussi, on s'entend quand t'as 11 ans, puis t'es sur l'ordi, t'es dans la cuisine, là, plus que dans ta chambre isolée, là, tu sais. Fait qu'ils voyaient quand même souhaite, en tout cas, ouais, non, c'est ça. Dans mon cas, c'était ça. Fait que, ils voyaient quand même ce que je faisais, là. Ils voyaient bien que c'était de la création. Puis, parce que même avant de faire de la création musicale, je pense 4e ou 5e année du primaire, comme j'écrivais des romans sur l'ordi, c'était comme mon gros truc que j'aimais, là, je voulais être écrivain. As-tu déjà relu ça? Non, je veux pas. Non. Mais tu sais, en voulant dire, comme tu vois, tout mon temps d'écran qui était limité, quand venait le temps de faire quelque chose comme ça, il était plus permissif là, parce qu'il comprenait bien que c'était la création au final. Fait que non, là-dessus, il comprenait. Là. Il était pas fermé en mode on comprend pas ce que tu fais, on veut pas que tu le fasses. Là. Il voyait bien que c'était productif. Là. Leur faisais-tu écouter ce que tu faisais? Ouais. Puis leur réaction, c'est c'est beau, mon fils. Non, ma mère, ce qui est le fun, était. Ma mère, mais mon père,
il aime beaucoup la musique québécoise, fait qu'il comprend peut-être moins la musique électronique un peu. Fait que mon père, c'est comme, c'est bon. Il comprenait pas trop, je pense, mais ma mère, ce qui est le fun, c'est qu'elle a tout le temps été vraiment honnête, là. Fait que si c'était pas bon, elle me le disait, là. T'es comme, non, ça, c'est pas ta meilleure. Mais c'était pas méchant. C'était pas méchant. Bon, ça me permettait de, OK. Tu sais, je le prenais pas mal, là. Parce que quand c'était bon, elle me le disait, tu sais. Fait que c'était le fun. J'avais pas comme des faux compliments, là. Tu sais, c'était fait avec bienveillance. Ouais, c'était comme, non, celle-là, c'est pas la meilleure, mais l'autre fois était meilleure un peu, je pense. Puis j'évoluais beaucoup là-dedans. Fait que c'était le fun, là. Tu sais, elle réagissait vraiment de façon honnête. C'était cool. Là, juste pour faire un lien avec le goût pour la musique québécoise de ton père, je vais fast-tracker puis on y reviendra, mais il a dû capoter, lui, quand il a vu le vidéo où tu reprends la chanson Les Étoiles filantes devant comme 50 000 personnes au Festival d'été de ça, il Québec. trouvait ça cool. Là. Ça, il était comme... Mais... Là, t'as bondé avec ton père. Mais mon père, c'est drôle parce que quand je l'emmène dans un show, tu sais, des fois, il est comme dans une section plus proche, tu sais, fait que je le vois en temps réel, ses réactions à ce que je joue. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il réagit complètement à l'opposé de tout le monde. Tu sais, mettons, à un moment donné, je fais genre Don't Stop Believin' de Journey, puis j'embarque sur Levels d'Avicii après. Puis on s'entend, quand je joue Don't Stop Believin', le monde chante, mais il se demande où c'est que ça s'en va. Puis quand Levels embarque, t'as tout le monde qui vire sur le top. Puis t'as mon père qui comme, il vibe bien trop sur Don't Stop Believin'. Puis au moment où est-ce que Levels embarque, il fait comme... Il est comme, c'est quoi ça? Il est tout le temps à l'opposé de tout le monde, là, c'est drôle. C'est quand même cocasse. Veux pas, même si ça, c'est une passion, puis que ça, tu sais, on le souhaite en tant que parent. Là, moi, je le sais, j'ai un jeune de 15 ans. Qu'importe ce que ton enfant va faire, tu veux qu'il trouve quelque chose qui va lui permettre justement de faire aller un peu sa créativité, de s'accomplir, de se divertir, puis ça évite de prendre des mauvaises pistes, n'est-ce pas? Fait que... Là, tes parents, ils voient bien que c'est ça, mais tu sais, je veux dire, de là à en faire une carrière, c'est une autre affaire. Quand tu arrives, là, fin secondaire, as-tu une idée de là où tu t'en vas? Puis c'est quoi le, mettons, appelons ça le plan A, mais mettons le plan B, là. Ouais, mais je pense... Ben, mettons, quand j'ai quitté le secondaire... Parce que j'ai quand même fini mon secondaire. Là, des fois, l'histoire, c'est un peu comme... Il y a beaucoup de fausses transmissions. À un moment donné, ça t'appartient plus. Ouais, ça m'appartient plus parce que là, le monde, il pense que j'ai lâché l'école en secondaire 2. La légende. Ouais, non, vraiment, non, j'ai quand même fini mon secondaire. Là, puis j'ai comme essayé le cégep vraiment pas longtemps. Mais tu sais, ça allait bien, honnêtement. Académiquement, je performais bien et tout. C'est juste que vraiment, je voulais vivre de la musique. Puis je me rendais compte que si je laissais, parce que on s'entend, si un moment pour l'essayer, c'est quand t'es jeune, là, rendu, quand t'es dans un cycle, mettons, je savais que rendu à 40 ans, quand j'allais avoir une famille, une job, une maison à payer, ce serait plus nécessairement le temps. On appelle ça la crise de la quarantaine. Ben oui, mais le pire, c'est que j'avais 18 ans, puis j'étais comme, pour vrai, j'ai entendu parler du concept de la crise de la quarantaine. C'est sûr que je m'envoie 2 pieds là-dedans si j'essaye pas de faire de la musique. T'sais. Fait que j'ai demandé à mes parents, on a eu une bonne conversation. Puis mes 2 parents, quand même, ils sont allés à l'école, puis ils ont eu des carrières, mettons, plus... comment dire, plus conventionnelles un peu que la musique. T'sais. Fait que, tu sais... on en a parlé, mais ils m'ont toujours fait confiance. Ils voyaient bien que ça venait pas d'une mauvaise place, là, que c'était vraiment parce que j'avais la volonté d'essayer quelque chose d'autre. Puis, fait qu'on s'est comme dit, ben, regarde, mes parents étaient comme pour vrai, on te fait confiance là-dedans. Si on voit que tu travailles et que tu es sérieux, ben, comme, tu peux comme prendre un break d'école pendant, on va donner comme 3 ans, mettons. Puis après ça, si ça marche pas, ben, tout le monde va être content, tu vas l'avoir essayé, tu n'auras pas de regrets, puis il sera pas trop tard pour retourner. J'ai tout le temps eu des bonnes notes. Fait que je vais être capable de rentrer dans le système scolaire. Puis, si ça marche, ben tant mieux. Tu sais, au final, tu auras essayé puis ça aura valu la peine. Puis là, ben, c'est ce qui est arrivé, heureusement. Mais ça aurait pu être l'autre chemin. Puis pour rejoindre ta question d'un plan B, je ne savais pas, par contre. Là. J'ai pensé peut-être enseigner au primaire. J'ai même été... parce que le système scolaire est bof un peu. Là. Fait que j'ai enseigné au primaire pendant une demi-année en musique. OK. Puis, ouais. Puis, ben, comme il y a un bout, là. Puis, les jeunes, hein? Hein? Je dis, les jeunes. De qu'est-ce que tu veux dire? C'est difficile, les jeunes. Ah, ouais, non, mais ça a bien été, c'était le fun, mais tu sais, c'est non, mais en voulant dire, je te taquine parce qu'évidemment, c'est pas très, très loin de toi. Ah non, c'était vraiment pas loin de moi, non, c'est en effet, là, puis mais c'est ça, je l'ai essayé, tu sais, mais non, je pense que je sais pas ce que j'aurais fait, peut-être de quoi en marketing, mais je savais pas, là. Mais ça, c'est bon parce que ça revient un peu à ce que tu as réussi à créer, parce qu'un peu, c'était de te vendre puis de te faire connaître avant d'en arriver à faire ce que l'on connaît de toi maintenant. Ouais. Fait que ça a pris plein de chemin. Puis comme tu le dis, là, l'histoire se perd un peu là-dedans parce qu'il t'est arrivé tellement de choses dans les 5 dernières années pour toi. Ça a véritablement explosé. Mais à ce moment-là, quand tu décides de t'y mettre, là, tu dis, bon, ben j'ai la confiance de mes parents. Ils me disent, OK, c'est beau, let's go. Là, tu peux souffler un peu puis tu peux te triper également. Tu deviens pas l'espèce de star des réseaux sociaux que tu es aujourd'hui, même si je
te connais assez pour savoir que, humblement, tu vas dire, ben non, mais tu es quand même rendu à presque 2 millions de followers sur les différentes plateformes. C'est quand même exceptionnel. Non, ça va bien, c'est sûr, ouais. Mais non, ça n'a pas été, non, vraiment, ça n'a pas été instantané, surtout parce qu'au début, je travaillais pas très fort, là, pour être honnête, là, au début, mais pas que je travaillais, mais c'est pas que je travaillais pas fort. C'était pas ta première idée non plus. Non, mais aussi, non, de un, puis de deux, je pense que, parce qu'une affaire qui est bon de l'école, par contre, puis que ça, j'ai comme appris par moi-même, puis c'est ça qui a fait que ça finit par marcher, mais c'est que l'école, par contre, je pense que ça t'apprend à avoir une discipline de travail, là. Parce que moi, ben, vu qu'au secondaire, j'ai jamais eu besoin de faire d'efforts, j'avais pas appris à me développer une discipline, puis vu que j'ai pas vraiment resté au cégep, ben, au début, pour vrai, j'étais pas très discipliné dans ma façon de travailler, fait que j'avais un peu la mentalité classique d'artiste de je vais créer quand je vais être inspiré, mais si t'attends tout le temps l'inspiration, tu fais rien, là, tu sais. Fait que, en tout cas, dans mon cas, là, je veux pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, je fais rien si j'attends l'inspiration. Fait que, au début, je pense qu'au début, le plus gros défi, c'était d'apprendre à me développer une discipline, tu sais, de travail. Puis ça m'a pris quand même un moment, mais ça a commencé à marcher comme avec la pandémie parce que là, j'étais vraiment pogné chez nous, puis j'avais rien d'autre à faire que ça. Puis c'est de même que j'ai vraiment appris à être comme discipliné dans mon travail, là. Au moment de la pandémie 2020, ça fait quoi, 1 an et demi à peu près que tu es dans cette espèce de... Ouais, un petit peu plus même parce que je pense, ouais, peut-être 2-3 ans quasiment, ouais. OK, fait que t'arrives là au bout de... Ah, ben j'étais au bout, en fait. La fenêtre que tes parents t'ont donnée. En fait, honnêtement, genre, j'avais commencé les procédures pour retourner à l'école, mais il y a eu la pandémie, fait que j'étais comme, m'attendre, là. Ouais, mais pour vrai, j'ai rendu là, ouais. Fait que là, il y a un peu l'avènement de TikTok qui existe déjà, puis tu te dis, bon, comment on peut se servir de cette plateforme-là pour que ça fonctionne? Tu l'utilisais comment au début? Pour juste, parce que c'était un gros flash, là, c'était de reprendre un peu ou de refaire à ta sauce et à ta manière telle ou telle chanson, ça sonnerait comme ça si c'était Tiesto qui la faisait, ça sonnerait comme ça si c'était finalement David Guetta, puis là, évidemment, ça sonnerait comme ça si c'était Mike DeMero qui la sortait. Comment tu as trouvé ce flash-là? Comment ça t'est venu? Ben, le flash de faire des réseaux sociaux sur TikTok, de base, c'est ma blonde, là. Parce qu'elle était sur TikTok, puis on s'est rendu compte que tout le monde regardait des TikTok à ce moment-là, parce que le monde n'avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Mais on dirait que dans l'imaginaire collectif, c'était encore une plateforme qui était associée à c'est des filles qui dansent. On dirait qu'on pensait pas que personne d'autre que des filles qui dansent pouvait faire des vidéos là-dessus. Fait que tout le monde regardait des vidéos parce que la réalité, c'est qu'il y avait quand même autre chose qui se faisait là-dessus, mais personne n'osait en créer. Fait que ma blonde, elle m'a dit, je pense pour vrai qu'il y a quand même de la demande là, de l'algorithme pour des créateurs parce qu'il y a des gens qui regardent, mais ils doivent manquer de contenu un peu. Fait que j'ai essayé de faire des vidéos, puis ça a quand même été assez instantané. Puis l'idée de faire des remixes dans le style de d'autres DJ, c'est juste venu naturellement. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que, pour vrai, honnêtement, au début, la réalité, c'est que j'étais vraiment pas très bon pour faire des vidéos, là. J'ai juste pris mon sel avec une qualité médiocre, puis je filmais avec aucune luminosité, pas un bon son, pas rien. Mais est-ce que ces vidéos-là sont toujours en ligne? Oh, est-ce que tu vas. Non, le premier scroll down. Si tu scroll down sur TikTok, tu vas y trouver, tu vas comprendre ce que je veux dire. Là. Mais, on sent l'évolution, là. Oui, ça, je les enlève pas, ça fait partie du parcours, tu sais. Mais c'est parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est tellement bon, je trouve. Tout le monde, là, c'est facile de critiquer. Là. Taylor Swift, elle sort un album, on a tout un avis sur l'album, on a toute une idée de comment elle aurait pu faire quoi mieux, whatever, mais créer, c'est différent. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si je crée des vidéos médiocres puis que je les mets, après ça, je peux critiquer mes propres vidéos. Puis en critiquant mes propres vidéos, je m'améliore parce que les prochaines deviennent meilleures. Puis je me suis rendu compte que la meilleure façon de devenir bon à quelque chose, c'est juste de le faire et d'accepter d'être pas bon. Parce que si t'attends d'être bon, tu le feras jamais. Là. Tu seras pas bon tant que tu l'essayes pas. Fait que c'est juste de même que l'idée est venue. Là. Je faisais des vidéos comme à chaque jour. Puis au début, c'était pas très bon, mais c'était de mieux en mieux. Puis à un moment donné, ben là, j'avais des nouveaux flashs. Puis au début, j'ai juste fait un remix dans le style Avicii. Puis ça a marché. J'étais comme, OK, il y a peut-être quoi à faire là. Là, j'ai fait dans le style de d'autres DJ. Puis là, je me suis mis à me déguiser comme eux parce que finalement, ça a parti dans toutes les directions, mais tout ça pour dire que je pense que c'est juste le fait de faire des vidéos puis de m'auto-critiquer qui a fait que j'ai trouvé des bonnes idées, tu sais. Il y a plusieurs affaires dans ce que tu viens de dire. D'abord, l'espèce de conseil sans en être un qui est tellement profond puis vrai, c'est-à-dire de pas toujours attendre la perfection pour pouvoir sortir ce qu'on a à sortir puis assumer ce qu'on fait parce que ça n'existe pas, là, tu sais. Mais non, puis en même temps, n'importe qui, tu sais, ben vraiment, là, si tu crées quelque chose, c'est plus facile après ça de t'améliorer parce que tu as un exemple concret, tu as comme un plancher, là, puis là, tu peux voir ça, puis tu peux le critiquer, puis tu peux construire là-dessus.
Mais si t'attends d'avoir une caméra parfaite, un son parfait, une luminosité parfaite, un montage, tu feras rien. Là. C'est impossible d'être bon comme ça à quelque chose sans être mauvais avant. Là. Fait que, moi, c'est juste ça. Là. J'ai juste accepté de mettre des trucs pas parfaits dans un but que ça devienne meilleur un jour. Là. Très cool. L'autre truc, parce que tu as dit ça a marché assez rapidement, ça a pris combien de vidéos pour que là, l'algorithme flippe et tu fasses comme « Oh, il se passe de quoi? » Parce que TikTok a cette espèce de singularité-là où quand ça se met à marcher, tu comprends pas pourquoi, mais ça explose. Ouais, mais surtout à ce moment-là, parce que comme je te dis, il y avait littéralement aucun DJ sur la plateforme encore. Là. Je pense que même, puis ça sonne bizarre, mais je veux dire, à ce moment-là, c'était tellement embryonnaire comme plateforme que je pense pas que David Guetta et tout était là non plus. Là. J'étais vraiment comme le premier DJ à essayer ça. Fait que on dirait que j'avais comme j'avais le monopole de la musique électronique pour moi, on dirait. Là. Fait que ça a quand même été assez instantané. Là. Je pense que ça a pris 2 vidéos. Puis je pense que la 3e vidéo avait 50 000 vues, mettons. Puis là, je pensais que j'étais rendu Madonna. Là. J'étais genre, oh my God. Mais... Alors que c'est beaucoup dans les abonnés que ça change la donne, là, assurément. Toi, ça a pris combien de temps avant que tu aies, mettons, un équivalent en abonnés puis que tu sens que, oups, ça fait... Je me rappelle pas tant pour être... Je vais pas être plate, mais je me rappelle pas tant, mais je sais que là... Ça fait trop longtemps que tu es millionnaire des abonnés. Ouais, non, ça n'a pas rapport. Non, c'est juste que... Parce que c'est pas... Je sais que ce soit pas ça mon focus non plus, là, juste les abonnés nécessairement, mais je pense qu'il y a eu un flip. Je pense que c'est peut-être 4 mois, 5 mois après avoir commencé à faire des vidéos que j'avais comme peut-être 60 000 abonnés, mais c'était toutes des vidéos en français que je faisais. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire les vidéos en anglais, là, ce qui d'habitude est une terrible idée là, de changer la langue de ton contenu. Mais dans mon Avec cas, un charmant accent québécois. Ouais, non, vraiment. Là, à chaque fois que je mets une vidéo que je parle en anglais, le monde est genre... Ton accent, man, ça paraît trop que t'es québécois. Je suis comme, OK. Mais... oui, c'est quoi? Oui, québécois. Mais c'est ça, 100%. Puis, mais je pense que quand j'ai commencé à faire les vidéos en anglais, c'est là que ça a plus monté. Là. Ah, c'est vraiment cool. Puis, il y a un phénomène aussi qui est, oui, du réseau social, mais de la communauté des DJ, des producers, où il n'y a pas vraiment de frontières, dans le sens qu'il semble y avoir une communication accessible entre ces gens-là, puis sur ces plateformes-là, les artistes aussi qui s'encouragent ou qui se parlent. Ça, c'est un truc qui est vraiment important dans ton parcours parce que ça t'est arrivé, toi, qu'il y ait de gros noms, même tu étais incrédule quand ça t'est arrivé parce que tout le monde a l'impression de se faire avoir là-dedans. Tout le monde est des faux comptes d'un tel puis d'un autre. Il y en a un puis un autre, là. Ouais, ça aurait été pire aujourd'hui, maintenant que tu peux payer pour le crochet bleu, là, mais au moins à ce moment-là, tu pouvais pas. Fait que c'est un peu plus. Mais raconte-nous cette première fois-là, parce que c'est quand même toute une histoire quand. Je pense que c'est Jason Derulo, c'est ça que tu penses? Je pense que c'est Jason Derulo. Ouais, le premier gros artiste qui m'a écrit. Ben, gros artiste, il y en a eu d'autres avant, mais mettons le premier. On va dire A-tier celebrity, là, mettons. Là. C'était Jason Derulo, qui à ce moment-là, en plus, était comme une des plus grosses célébrités TikTok. Puis il m'avait écrit sur Instagram. Son message, c'était « You're je sais pas comment dire le mot, ridiculously, genre ridiculement, cold ». Mais cold, OK, là, j'ai fait des recherches sur genre... Je suis pas sûr que c'est un compliment hot, qu'on te comprend. Ben là, j'étais genre... Hein, je suis cold, froid, c'est comme là. cool, mais genre c'est un autre niveau. C'est cooler than cool. Là. Après ça, j'ai vu ça sur Urban Dictionary, mais genre sur le coup, j'étais comme... Il veut dire que je suis froid? Dans tu l'as lu dans quelles circonstances? Ben ouais, non, c'est ça. À ce moment-là, j'étais encore livreur de bouffe dans un restaurant de poulet. Puis, en tout cas, j'étais comme... C'était bizarre, là, parce que là, j'y réponds, puis c'était littéralement comme j'étais dans mon char, j'allais livrer une poitrine, je revenais, je textais à Jason Derulo, je m'en allais livrer une cuisse, j'étais comme... Pour vrai, là, j'avais vraiment l'impression d'être dans un tournant bizarre de ma vie, là, c'était... Mais quand est-ce que tu te rends compte que c'est vraiment lui? Ben, honnêtement, le crochet bleu, là, j'étais allé voir son profil, il y avait comme 50 millions d'abonnés, j'étais comme... Des bonnes chances que ce soit lui, là. Je pense pas qu'un fake compte ait 50 millions d'abonnés avec le crochet bleu. Fait que là, quand t'échanges avec lui, ça ressemble à quoi, la discussion? Je pense que, si je me rappelle bien, il voulait que j'y envoie la version. Je pense qu'il voulait que j'envoie. J'avais fait un remix de Hotel Room Service de Pitbull, puis il voulait que j'y envoie l'instrumental de mon remix. Finalement, ça n'a vraiment rien donné, là, on s'entend, mais c'était quand même. À ce moment-là, j'espérais que ça donne de quoi, mais j'ai envoyé l'instrumental, mais finalement, j'ai pas eu de retour. Mais quand même, là, c'était un échange qui était assez surprenant à ce moment-là. Là, t'as déjà une idée
tu as envie de faire ça, tu as envie de travailler sur cet aspect-là d'un métier qui en est un véritablement, une carrière. Les réseaux sociaux, tu commences à comprendre davantage comment ça fonctionne. Puis là, tu commences à avoir de la réaction de gens qui ont une influence dans le milieu. Quand est-ce que tu commences à créer, parce que c'est beaucoup ça, ce milieu dans lequel tu évolues, de collaboration, puis en fait de dire, bon, de partenariat pour qu'on arrive à sortir quelque chose, puis que finalement ton nom commence à résonner dans un milieu autre que réseaux sociaux, c'est-à-dire en tant que véritable DJ ou producer, là, comme on les nommait les autres, les Tiesto de ce monde. Mais au début, j'osais pas vraiment, on dirait... c'était vraiment une grosse erreur de ma part, là, pour être honnête. Mais au début, j'osais comme pas utiliser mes contacts parce que j'avais peur de brûler le pont ou de les déranger ou d'être pushy, mettons. Là. Fait que, au final, au début, j'essayais même pas ce que j'aurais vraiment dû faire. Là. Mais j'essayais pas de créer ces liens de collaboration-là. Je gardais les liens très dans le... On se parle, mais pas pour créer de quoi. Mais à un moment donné, je pense que j'ai eu un déclic quand Hello Black m'avait écrit. Puis... je m'étais dit, ce serait vraiment cool, me semble, de faire une tune avec lui. Puis j'ai demandé à un de mes amis qui est dans l'industrie depuis un moment, puis il m'a aidé à formuler là, un message. Puis juste pour mettre en contexte, Hello Black, c'est un artiste qui, entre autres, a travaillé avec Avicii. Il a fait des gros succès. Là. Ben ouais, ben c'est vraiment lui qui a écrit puis qui chante je pense Wake Me Up, c'est la plus grosse chanson d'Avicii. Là. Fait que non, c'est ça, j'étais vraiment impressionné. Ben, je le suis encore d'ailleurs. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Puis quand il m'avait écrit, j'étais comme, hey, tu sais quoi, je pense que pour une fois, je vais essayer de créer un lien de collaboration avec une personne qui m'écrit. Puis mon ami m'a aidé à formuler un message. J'ai envoyé Night in Paris, qui était quand même déjà entamé à ce moment-là. Parce que c'est lui qui te sollicitait, il disait, hey, si t'as de quoi, il m'a pas directement dit qu'il aimerait collaborer, mais il me dit qu'il serait curieux d'entendre mes chansons originales. Fait que j'ai envoyé Night in Paris, puis j'ai dit, si tu veux embarquer dessus avec moi. Oui. Qui chante originalement sur ça? C'est Gabe, un de mes amis. Son artiste, c'est Travis Nightmare. Là. C'est avec lui que j'ai fait ma chanson Forever Young puis Other Side. Mais c'est un de mes vraiment bons amis là, avec qui. Mais c'est comme lui avec moi qui fait les back vocals. Là. C'est un peu embryonnaire. Parce que ça, c'est la maquette. Il faut que tu envoies quelque chose. Ouais, non. Ben, des fois que c'est moi qui chante, mais le plus souvent possible, non, mettons. Mais ouais, non, là, c'était pas moi, heureusement. Vas-y, on t'écoute. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est pas très vendeur quand c'est moi qui chante. Puis, non, fait que j'ai envoyé le démo, puis il a vraiment aimé ça, puis il me dit oui. Puis, comme 3 jours après, il m'a envoyé la V1. Lui, il t'a envoyé ses tracks de voix? Ouais, c'est ça. Okay. 3 jours après, il m'a envoyé ses tracks de voix à lui, Hello Black. J'étais comme, mon Dieu, OK, c'est rapide, tu sais. Puis, ouais. Fait que finalement, ça a marché, là. Ça a donné la chanson qu'on a sortie. Mais c'est un monde complètement différent, ou en fait, avec beaucoup de différences de ce qu'on connaît dans l'industrie musicale où, bon, toi, moi, on s'installe, on écrit une chanson, j'ai écrit les paroles, t'écris la mélodie, blablabla, on s'organise, il y a une portion de droit mécanique. Là, là, c'est un peu abstrait, tout ça. Là. Ouais. Comment tu fais en sorte que là, t'as les droits pour sortir cette chanson-là et dire... OK, on y va, on va dans le monde. Qui retient quoi? Tu sais, là, il a participé à la chanson. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était vraiment... honnêtement, je comprenais rien. Une chance, j'avais Alex Pouliot, qui est mon manager, qui il connaît ça. Mais encore là, c'est que il est arrivé tôt dans le processus. Oui, il est arrivé très tôt dans le processus. Fait qu'il connaît ça, il a pu m'aider à naviguer là-dedans. Mais encore là, la façon de procéder au Québec est très, très, très différente de la façon de procéder aux États-Unis puis en Europe. Fait que même à ça, il fallait quand même des fois... essayer de démêler certains trucs. Mais pour des DJ, c'est vraiment... parce que techniquement, la façon simple de faire, c'est le producer garde, mettons, les masters. Là, je sais pas c'est quoi en français, là, malheureusement, là, mais la bande maîtresse, mettons. Ouais. Puis après ça, ce serait... D'habitude, ce serait censé être... les droits d'auteur, mettons, le publishing serait censé être séparé équitablement entre les personnes qui ont contribué à ça. Mais la réalité... Si tu veux collaborer avec des gros artistes, à moins de les payer une fortune, il faut un peu des fois que tu piles sur... Ben avec Hello Black, pour le coup, ça a bien été parce que je pense que vraiment, il était là pour les bonnes raisons. Puis c'est sûr qu'après ça, si moi, je voulais garder les bandes maîtresses, c'est normal. Il fallait que je lui paye un montant, un fee de performance pour son temps en studio puis pour sa voix. Il faut que tu payes pour sa voix. Mais là, on ne dira pas les montants parce que ça vous appartient. Mais... On s'entend que ça doit être substantiel. Un gars qui a été la voix d'un succès aussi grand que Wake Me Up,
quand tu dis, quand tu dis comment on s'arrange. Mais c'est sûr, c'est substantiel, vraiment. Puis, la première fois que tu reçois le. Ouais, non, mais la première. De toute façon, là, on s'en est pas tenu à la première offre. Là, on a réussi à négocier un peu, puis heureusement, parce que la première offre, j'avais le goût de pleurer. Là, mais surtout que j'étais pas riche, mettons. Tu sais, c'est comme le high de hey, je vais faire une tourne avec Old Black. Mais je ferai pas de tourne avec Old Black. C'est tout le temps ça. Là. Honnêtement, c'est tout le temps ça. Là. Tu t'en vas, t'as fini une chanson avec quelqu'un, mais quasiment masterisée, puis tu t'en vas pour parler de la sortir, puis tu fais. Peut-être pas, finalement, tu sais, mais non, mais peut-être, il voulait vraiment le faire, honnêtement. Il croyait au projet et tout, puis il a vraiment été correct pour de vrai. Là. Il a vraiment été correct il a accepté de descendre beaucoup. Mais c'est parce que c'est normal en même temps, parce que tu sais, il faut que tu payes d'un pour sa voix. Là, n'importe quel chanteur va vouloir être payé, puis c'est normal. À moins de lui donner des bandes maîtresses, mais à ce moment-là, vu que c'était ma première chanson, c'était important pour moi de garder des bandes maîtresses. Puis je l'avais quand même peut-être réalisé et tout. Mais c'est ça qui éventuellement va te permettre de pouvoir avoir les moyens de faire autre chose. Ben oui, exactement. Puis de deux, ben tu sais, il faut que tu payes aussi pour son brand, là, pour son nom. Là. Son nom a une valeur. Puis d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on a sorti la chanson. C'est un saut d'approbation. Mais tu sais, ça fait 2 ans qu'on a sorti la chanson, puis on en parle encore aujourd'hui, tu sais, fait que c'est une preuve que je veux c'est normal que son nom ait une valeur, tu sais, fait qu'il faut que tu payes pour ça aussi. Donc, fait que tu sais, c'est ça, mais ça peut être long, là. C'est plus ça qui est stressant, parce que quand t'es nouveau dans l'industrie puis tu comprends pas trop comment ça marche, c'est beaucoup de temps qui est mis sur de la négociation, puis c'est vraiment, ça prend un manager, veux pas, mais t'es quand même impliqué d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est beaucoup de temps que tu as l'impression de mettre sur des négociations qui sont très stressantes, puis le stress coupe beaucoup la créativité. Fait que moi, c'est ça qui était très difficile à naviguer au début. Mais là, maintenant que j'en ai fait quelques-uns, je le sais qu'il faut jamais que t'ailles trop peur de la première offre, parce que souvent, la première offre, c'est pas... Non, c'est juste... Les gars, ils vont te faire des offres qui n'ont pas d'allure, puis après ça, tu te rends compte que le vrai prix il était plus bas. Là. Fait que c'est comme acheter un tapis quelque part dans un petit marché. Ouais, dans un pays t'apprends à laisser passer la première offre puis à essayer d'aller creuser pour avoir le vrai montant. Là, puis aussi, j'imagine, dans l'échange, de faire comprendre la réalité de ton marché à ces gens-là. Là. Ouais, ben oui, mais aussi à ce moment-là, c'était de faire comprendre aussi, puis Hello Black était compréhensif, mais c'était de faire comprendre ma réalité personnelle dans ma vie. Là. Parce que Hello Black, la raison qu'il voyait de la valeur en mon projet, c'est qu'il savait que c'était très embryonnaire, puis qu'il y avait la chance de contribuer à l'explosion de quelque chose, tu sais. Il y a eu un coup de cœur pour toi, là. 100%. Mais en même temps, c'est de faire comprendre de mon côté, j'étais comme, tu sais, si c'est vraiment ça les raisons pour lesquelles tu veux collaborer, il faut que tu comprennes qu'honnêtement, mes moyens financiers sont peut-être pas ceux d'Avicii, là, tu sais. Tu dis, regarde là, en arrière de ce que je filme puis de ce que je montre sur les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais, je suis dans ma chambre à coucher. Je filme ma vidéo puis je vais manger le pâté chinois à ma mère là, après. Là. Je suis pas la réalité de. Il dit pâté chinois? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. À ce moment-là, c'était ça. C'était juste de. Mais il était super compréhensif. Pour vrai, on a expliqué à lui, sa manager, ma réalité et que on est prêt là, à faire des investissements, mais on peut pas dépenser des centaines de mille. C'est pas logique pour nous. Puis, on comprend qu'Hello Black fait pas ça pour l'argent non plus. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin, je pense, de faire ça pour l'argent non plus, là, honnêtement. Mais ça, c'est le fun que d'avoir une tape dans le dos, puis quelqu'un, tu sais, ça existe encore, quelqu'un qui devient un peu une espèce de mentor ou qui fait juste croire en toi. Mais honnêtement, pour être sans honnête, souvent, les artistes, c'est ça, là, souvent, c'est le management qu'il faut que tu navigues autour. Là. Souvent, les artistes sont vraiment genre. Les artistes que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est souvent parce qu'ils sont vraiment sincèrement gentils. Parce que si ça fait autant longtemps qu'ils sont là, c'est parce que les gens ont envie de continuer à collaborer avec eux. Mais souvent, c'est juste que c'est plus les équipes au-dessus d'eux, c'est plus difficile de naviguer au travers. Parce qu'en même temps, les équipes savent qu'ils ont un bon gars ou une bonne fille en dessous d'eux, puis ils veulent défendre les intérêts parce qu'ils savent que des fois, les artistes, par passion, ont envie de faire des trucs qui sont peut-être pas rentables pour nous. Fait que des fois, l'équipe au-dessus, c'est plus eux qui sont difficiles à convaincre. Mais les artistes, j'ai quand même eu des bonnes expériences avec des artistes qui sont super gentils, là, comme Hello Black qui me donnait une bonne tape dans le dos. Là. Mais ça, c'est la première étape, tu sais, d'un chemin qui continue à se tracer, mais qui fait comme, OK, là, je peux commencer à faire résonner puis rayonner mon nom sur toutes les plateformes. Puis ça va te donner aussi la possibilité de te donner de la crédibilité pour d'autres artistes de son envergure. Fait que là, j'imagine que tu dois avoir une liste où là, tu te dis, ben, il y a peut-être des contacts qui se sont créés avec le temps. Puis comment tu détermines la suite des choses? À ce moment-là, mais c'est ça aussi, tu sais, quand je te disais que ça a comme été un apprentissage constant, comme avoir une discipline de travail et tout, à ce moment-là, j'étais peut-être pas assez d'avance encore là, dans ma planification de projet. Fait que j'avais Night in Paris, mais pas que c'était une finalité, là, parce que je pouvais pas me permettre qu'une chanson soit une finalité, on s'entend, mais j'avais peut-être pas assez de chansons en backup ou d'idées de collaboration encore. Puis en même temps, je pensais pas que ça allait avoir
je m'attendais à ce que les réseaux sociaux donnent un bon push sur les plateformes de streaming, mais je m'attendais vraiment pas à avoir un succès commercial, mettons, en radio comme ça. Fait que c'est sûr que quand on a fait, mettons, le numéro 1 en radio, puis que là, c'était comme, OK, what's next? J'étais comme, je sais pas, là. J'étais comme, attends un peu, là, mais il pensait, là. Fait que. L'album sort quand? Ouais, non, c'est un ça. album? J'étais comme, ouais, OK, là, c'est là. Fait que j'ai appris après là, à plus être d'avance peut-être dans mes trucs, mais heureusement, là, ça, Take Me Away est arrivé assez vite finalement. Là, j'ai Zagata qui m'avait écrit, puis il avait commencé la chanson déjà, puis il était déjà à un point où est-ce que c'était super bon. Là, je voyais déjà vraiment le potentiel de la chanson, fait que ça m'a un peu tombé sa tête, puis c'était une bonne chose. Hein. Mais ça, c'est une dynamique complètement différente de travail, par contre, parce que là, toi, tu dois maintenant juste apporter ta couleur à quelque chose qui est déjà bon, qui existe, ben, d'une certaine manière. Là. Ouais, non, mais vraiment, là, ben, 100%, c'était ben, en fait, c'est parce que dans Ken Paris, j'étais là dans le studio au moment qu'on l'a écrit, puis j'ai fait partie de toutes les étapes. À l'inverse, en tant que réalisateur, ce qui est le fun, c'est que des fois, tu reçois des projets qui sont déjà entamés, puis toi, ton travail, c'est de peaufiner puis d'emmener ça à un niveau supérieur. Puis c'est un peu plus comme ça que ça s'est passé pour Take Me Away. Je veux dire, les paroles étaient écrites, la chanson en tant que telle était faite. C'était d'habiller cette chanson-là là, avec la production dessus. Puis c'est plus à ce niveau-là que j'ai contribué, mais ça a vraiment été un bon timing. Mettons, quand Zagata me l'a envoyé, que je cherchais une prochaine chanson, comme peut-être pour la radio, avoir un suivi pour Night in Paris, j'étais vraiment content parce que la chanson, je la trouvais vraiment bonne. Après ça, c'était juste d'aller apporter ma couleur là, dans la production. Fait que oui, c'était vraiment différent, mais c'était tout autant de fun. Là. Surtout que Zagata avait déjà une réputation de fait parce qu'il est là depuis un certain bout de temps. Puis pas si longtemps avant, il y avait eu un gros hit dans le même genre avec Domino, un autre Lies, DJ québécois. Lies, exactement. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails sur cette histoire-là, ben, on l'a reçu également, Zagata. Fait que allez faire votre tour sur nos plateformes. Vous allez pouvoir écouter ça, fort intéressant. Tout un parcours également, puis même de cheminement de vie. Puis il est intéressant, Zagata, quand il raconte vraiment de quoi, là, il est passionné. Oui, exactement. Fait que c'est ça, c'est quelqu'un qui démontre énormément de confiance, qui a dû travailler aussi là-dessus sur sa façon d'être. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais quel talent il a, puis de travailler avec cette matière première-là, c'est génial. Ça ressemble à quoi une session de création pour un producteur comme toi, un DJ? Tu sais, parce que souvent, on a dans la tête que vous êtes sur vos petits claviers, puis vos petites machines, puis bip, 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 bip. Là, je le fais de façon réductrice. Là, mais je sais, oui, c'est dans ça. Dans l'imaginaire des gens, ça ressemble à ça. Hey, honnêtement, ben, mes sessions, quand je passe du temps en studio avec un artiste, j'essaie d'écrire des chansons puis d'enregistrer des chansons puis pas trop de focus sur la réalisation parce qu'il y a rien de plus malaisant d'être là puis à essayer d'écouter des différents sons de bass drum. Puis là, t'as juste l'artiste qui est derrière puis il te regarde choisir des sons de drum. Là, il est comme, OK, on peut se faire autre chose. Faut être prêt. Fait que j'essaie de faire ce processus-là chez nous, après ou avant. Mais en studio, avec un artiste, j'essaie vraiment comme d'écrire des chansons. Parce que je trouve que le plus important, c'est vraiment la chanson. Là. Je trouve que même en musique électronique, les gens pensent que c'est un beat. Là, mais je trouve que de base, une bonne chanson, il faut que tu sois capable de pogner une guitare sur le bord d'un feu puis juste la chanter a cappella puis ça va tout être bon. Après ça, le côté musique électronique, c'est l'habillage que je choisis de donner à ces chansons-là, mais la chanson pourrait être dans un autre style complètement. Pour moi, c'est ça. Faut que la chanson de base soit bonne, tu sais. Faut qu'elle ait une âme. Ouais, 100%. Puis faut pas qu'elle soit dépendante de la réalisation qu'il y a derrière. Si ta chanson est trop dépendante du choix de son que tu as fait, c'est pas bon selon. Ben, c'est pas que c'est pas bon. Il y en a, je veux dire, des chansons purement électroniques, là, on s'entend, oui, ça va être bon pareil parce que c'est le choix qui a été fait. Mais dans mon cas, vu que j'aime la musique pop, j'aime les chansons, ben, c'est important pour moi que la chanson soit pas trop dépendante de l'habillage que je choisis de donner. Là. Puis ça ressemble à quoi, là, justement, de monter? Parce que souvent aussi, vous faites plusieurs versions. Parce que dépendant de quel public tu veux plaire, tu veux avoir ta place en radio, oui, parce que ça, c'est le côté un petit peu plus commercial qui va te permettre de rayonner, de te faire entendre, de charter aussi, si je peux me permettre, c'est-à-dire de faire sa place sur les palmarès. Mais après, il y a souvent 22 versions différentes de la chanson. Là. Mais c'est important parce que si tu veux être capable... je veux dire, mettons, j'adore Take Me Away, la version originale radio, mais on s'entend que si je m'en vais dans un warehouse, mettons, dans une place un peu plus underground, puis que je mets la tune originale, le monde va me regarder croche un peu. Là, tu vas être un DJ. Ouais, non, c'est ça. Là, ça va être... tu poses des tunes. Fait que, tu sais, c'est important, je pense, d'avoir des comme DJ, là, parce que quand je fais de la performance, au final, là, je suis vraiment un DJ, puis je trouve ça important
de jouer mes propres chansons, mais il faut que je les adapte au contexte dans lequel je les joue. Là. Tu sais, même. Fait que oui, souvent, je vais faire plusieurs versions différentes là, pour pouvoir plaire à différents publics, comme tu dis, dépendamment de l'endroit où est-ce que je me produis. Là. Une autre des particularités qu'on remarque quand il y a une chanson de ce type-là qui sort, tu sais, musique électronique, dance, house, EDM, qu'importe, c'est souvent un peu dans cette espèce de tal-là que ça joue. C'est rarement un artiste tout seul qui le sort. Il y a beaucoup, beaucoup de collaborations. Même des fois, tu te dis, bon, OK, j'essaie de saisir cet artiste-là. C'est quoi son bout dans la toune? Parce que je ne suis pas sûr de reconnaître. Comment ça marche? Ça, c'est vraiment mystique. Ouais, ben oui. Mais ça l'est mystique, honnêtement, mais je pense que c'est l'ère des Spotify qui a emmené ça beaucoup. Là. Mais on s'entend. C'est rare que tu vas avoir un DJ tout seul, par contre, parce que la plupart du temps, à moins d'être Calvin Harris et d'avoir tous les talents du monde, souvent, tu vas pas chanter sur tes chansons. Fait que là, déjà là, tu peux calculer que c'est normal, mettons qu'un David Guetta soit pas seul parce qu'il va avoir une chanteuse ou un chanteur avec lui. Fait que là, déjà là, ça fait 2. Mais souvent, la raison pour laquelle tu vas avoir 3 artistes sur une même chanson puis tu te demandes quel DJ fait de quoi, c'est vraiment une game d'algorithme. Tu sais, avec Spotify aujourd'hui, mettons, tu as le droit d'avoir jusqu'à 3 artistes principaux. Puis chaque artiste va avoir un... Tu sais, il y a le Release Radar, là, mettons, sur Spotify. Là, puis chaque artiste a un algorithme auprès de différents publics. Puis ben, pour aller maximiser la portée que tu peux avoir à ta journée de sortie, ben, souvent les DJ, pour embarquer sur une chanson, vont vouloir qu'il soit 3 DJ connus dessus. Parce que comme ça leur permet de maximiser la portée puis de s'assurer d'avoir un certain nombre. Parce qu'au final, c'est fou comment c'est une industrie de chiffres puis de comparaison, là, mais tout le monde te juge sur les chiffres que tu fais. Là. Ta valeur est attribuée à combien de streams tu fais. Là. Fait que, même si tu veux faire... si un DJ veut faire Tomorrowland, mettons, ils vont regarder tes streams, ils vont regarder tes abonnés. Fait que, les datas, c'est rendu tout, malheureusement, mais ça reste ça. Fait que des fois, ils vont prioriser. Ils vont aller chercher un artiste, même si l'artiste n'a rien fait, juste parce que c'est un nom qui peut aller propulser la chanson. T'sais. En même temps, on est tous coupables. Là. Tout le monde embarque un peu dans ce game-là au final. Là. Ce qui est intéressant dans tout ça, par exemple, c'est de dire, on le disait aussi, là, comment tu sépares les trucs. C'est un peu absurde d'avoir à dire ça, mais faut que tu aies de l'orgueil puis que tu n'en aies pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que il faut que tu aies de l'orgueil pour dire hey, là, motivation pour monter mes chiffres, tout le kit, pour que je puisse avoir l'opportunité de faire ce genre de collaboration-là. Mais après ça, que tu n'en aies pas pour dire ben écoute, ce que j'ai tout créé, ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait plus de crédit que moi puis qui n'a pas fait grand-chose là-dessus. Ouais. Il y a comme une espèce de secret là, qui s'installe, puis un genre d'entente commune. Ouais, mais tu sais, je pense aussi, tu sais, même si, mettons, c'est parce que c'est rendu, je pense, la musique aussi, la musique électronique, puis c'est rendu que malheureusement, ça dépasse l'art, là. C'est rendu du contenu, là. Tu sais, je veux dire, les plus gros, même moi, cette année, mettons, je pense que j'ai sorti comme 12 chansons. Puis les plus gros DJ, mettons, ils peuvent sortir jusqu'à 20 chansons à l'année. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est rendu que c'est du contenu. Plus qu'un album, là. Mais oui, c'est du contenu. Tu sais, c'est comme une vidéo sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, c'est que tu mets une chanson, tu lances une chanson dans l'univers, puis après ça t'appartient plus. Puis les gens choisissent si ça perce ou non. Fait que je pense que c'est ça, à un moment donné, il faut que tu acceptes des fois de peut-être pas avoir tout le crédit sur ce que tu as fait, mais en même temps, tu t'associes à des gens qui peuvent t'apporter tellement d'autres opportunités puis tellement d'autres choses. Puis ouais, je sais pas trop comment aligner ma réponse, mais je pense que c'est juste d'accepter comme on est. Faut se détacher un peu, je pense, de ce qu'on fait. C'est une main aux cartes, là. Mm-hmm. C'est un peu un genre de gamble. Mais je pense qu'il y a une beauté là-dedans aussi parce que t'as une pression maintenant d'avoir comme des streams, mettons, puis des chiffres dans l'ensemble de ton projet. Mais par contre, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que si tu le vois plus comme du contenu puis que tu te détaches un peu comme ça, c'est quand si tu sors 12, 13, 14 chansons dans ton année puis que t'en as 10 qui ne lèvent pas, mais t'en as 4 qui lèvent, ben tu sais... Là, tu peux les rassembler puis te dire ah ben c'est ça mon EP. Ben ouais, tu sais, t'es comme... Ouais. c'est un peu ça, là. Tu te dis, ben garde, je trouve que c'est le fun parce que ça t'appartient pas. Tu crées des affaires puis tu crées des choses que t'aimes, mais des fois, peut-être que c'est le fun parce que je me permets peut-être de prendre des risques que j'aurais pas pris si j'étais né à une autre époque. Tu sais, des fois, je prends des risques sur des chansons que j'ai aucune idée. Puis si les gens choisissent qu'ils aiment ça, tant mieux. Si les gens choisissent qu'ils aiment pas ça, ben c'est pas grave, je vais faire autre chose après, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une beauté là-dedans quand même, tu sais. Mais là, c'est drôle parce que tu parles beaucoup de quantité. Mm-hmm. Qu'en est-il de la qualité? Et là, j'entends l'appréciation que toi, tu as de ce matériel-là que tu te forces d'une certaine manière à sortir parce que tu t'imposes une présence plus constante possible. Ben, je pense qu'il y a là le défi. Là, c'est
je pense que c'est ça l'équilibre à trouver. Puis c'est pour ça que je sors pas, je suis pas au point de sortir 20 chansons par année. Mais tu sais, je pense que c'est d'y aller au meilleur rythme que tu es capable pour assurer de la qualité quand même. Tu sais, parce que honnêtement, les chansons que je sors, c'est parce que je les aime. Tu sais, je sortirais pas de quoi que j'aime pas. Je sors des chansons que j'aime, mais en même temps, de base, je suis quelqu'un que si je travaille trop longtemps sur le même projet, à un moment donné, je perds du recul puis je fais juste l'empirer plutôt que de l'améliorer. Je trouve ça plus facile dans mon cas de créer une chanson pendant que je suis inspiré, de l'emmener au meilleur de mes capacités. Puis une fois que je suis satisfait de la qualité, je la sors, puis je passe à un prochain. Tu sais, j'ai quand même un rythme de travail qui est assez rapide. Fait que dans mon cas, c'est ça. C'est trouver l'équilibre là, entre assurer de la qualité, mais sortir en quantité. Mais honnêtement, même si je n'étais pas dans une industrie que ça demande de sortir en quantité, je pense pas que je passerais plus de temps sur chaque chanson parce que pour de vrai, passer quelques jours sur une même prod, c'est épouvantable là, ce que je fais. Là. J'emmène ça dans tous les sens. Puis au final, un mois après, je réécoute ma V2. Puis je suis comme, ouais, je pense à la meilleure version que j'ai. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Juste pour conclure sur l'aspect de collaboration où tu peux pas quantifier le travail de tout le monde quand tu sors, même si, mettons, il y a 3 noms sur la pièce ou le produit, appelons ça comme ça, parce que c'est un peu ça aussi. Admettons là, que tu as collaboré avec un DJ puis que là, c'est toi qui en as fait une plus grosse partie. Lui, il a apporté un peu son essence, mais ça prend quand même un 3e nom pour tout cet aspect d'algorithme puis de base de fans puis d'écoute. Puis que la personne, dans le fond, pour aller la chercher, bon, tu l'as dit, toutes les données, les datas, blablabla, ne fera pas grand-chose. C'est quoi qui fait qu'elle va coller son nom? Se dire... Ben, j'aime ce que tu as fait, puis je peux l'utiliser dans mes shows. Ou... Absolument. Mais je pense aussi que c'est, tu sais, comme vu, tu sais, ce que je disais. Puis là, tu sais, ça, c'est vraiment pas tout le monde qui travaille comme ça. C'est juste que je sais, pour baigner là-dedans, je sais que j'ai des amis, mettons, que je sais qu'ils ont collaboré avec du monde, puis que je sais que ça marche comme ça un peu, tu sais, mais, mettons, je pense que aussi, tu sais, mettons, un gros DJ, là, vraiment un top DJ, mettons, là, faut qu'il en sorte 20, 25 des chansons dans l'année. La réalité, il n'a pas le temps de tout faire les chansons nécessairement. Fait qu'après ça, mettons, il reçoit 100 chansons par semaine, probablement. Là. Mais s'il y en a 2 là-dedans, qu'il y a un coup de cœur, puis comme je trouve qu'artistiquement, ça correspond à ce que moi, je projette comme image, j'ai pas le temps de produire 25 chansons par année, mais cette chanson-là, ça sonne comme quelque chose que j'aurais fait, puis ça correspond au standard de qualité que j'ai envie d'offrir. Ben, il va mettre son nom, puis en échange pour l'artiste qui a produit la chanson, ben ça apporte une visibilité. Là, fait que je pense aussi, après ça, quand vient le temps de négocier, mettons, les droits ou quoi que ce soit, ben, c'est de trouver un équilibre entre moralement, qu'est-ce qu'on doit donner à qui a écrit quoi, qui a contribué au processus artistique, mais de trouver un équilibre entre ça puis qui va contribuer au succès de la chanson. C'est un artiste, je sais pas, moi, mettons que Martin Garrix, je vais nommer Martin Garrix parce que j'ai aucun contact avec lui, fait que j'ai aucune idée comment il travaille, OK? Mais on va dire que Martin Garrix travaillait comme ça. Bon, on s'entend que si tu as une collaboration avec Martin Garrix puis que tu as tout fait la chanson, ben ce serait quand même légitime qu'il prenne un pourcentage parce que la visibilité que ce gars-là va t'emmener, ça a une valeur, tu sais. Fait que je pense. On le disait tantôt, c'est son saut d'approbation. Ben oui, c'est ça, 100%. Fait que je pense que c'est sûr que c'est un peu mal vu, je pense, de l'extérieur parce que les gens sont souvent comme les ghost producers, mais en même temps, ça aide tellement des artistes à. Ben, comme on le disait, ce saut-là, c'est un peu genre recommandé par. Ben c'est ça, 100%, c'est ça. Fait que je pense que c'est juste comme ça que ça marche maintenant, mais je pense quand même s'il y a une façon de le faire d'une bonne façon, puis ça donne une plateforme à des artistes qui l'auraient jamais eu là, si c'était pas tout ce support-là de plus gros DJ crew, tu sais. On nomme pas de montant depuis tantôt, mais on comprend de par ta réaction que dans ces négociations-là, surtout au début, ça t'a saisi, puis tu te dis, bon, comment j'en arrive à ça? On comprend donc qu'aujourd'hui, tu as quand même un certain confort qui te permet de naviguer dans tout ça, puis t'assurer justement de bien vivre pour le moment, puis de continuer à créer, puis d'investir sur ton projet. Ouais, ben je pense que c'est surtout ça. Je pense que parce que j'investis beaucoup, honnêtement. Là, je pense que le confort, il y a surtout que. Mais tu restes plus chez tes parents, là. Non. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'honnêtement, je réinvestis beaucoup, là, dans le sens que je veux pas, mettons, j'ai pas envie d'avoir une carrière qui stagne, fait que je réinvestis quand même le plus gros de ce que je fais. Même dans les shows, je vais réinvestir beaucoup, que ce soit avoir des canons de feu ou n'importe quoi, mais j'aime ça. Si, mettons, je me mets d'un point de vue extérieur, j'aime ça voir que mon projet augmente de plus en plus en termes de qualité.
Fait que c'est que j'accepte d'investir des fois certains montants, là, même si des fois ça fait peur de les investir. Des fois, j'accepte de prendre ces risques-là. Là. Comment tu fonctionnes? Parce qu'au début, c'est le fun, mais quand les sous commencent à rentrer, on peut rapidement s'enfler la tête ou se faire prendre dans cette espèce de tourbillon-là. Est-ce que tu t'es créé une bonne structure ou quel genre de structure tu t'es créé pour faire attention que tu aies toujours cette même discipline-là? Ouais, ben avoir une compagnie, je pense que ça aide là, dans mon cas. Là. Le fait que l'argent rentre quasiment tout dans une compagnie, après, je sais pas pourquoi, c'est de même. On dirait que tout le monde à qui je parle, c'est ça, mais on dirait que quand l'argent est dans une compagnie, ça fait moins peur de l'investir que si ça vient de ta poche. Même si techniquement, en tout cas. Fait que, c'est toi qui le. Ouais, techniquement, mais non, c'est ça. Fait que je pense que c'est. Mais là, aussi, m'enfler la tête, honnêtement, ce qui m'a aidé à pas m'enfler la tête, c'est les réseaux sociaux au début. Tu sais, quand je te disais, mettons que j'avais ma première fois que j'ai fait 50 000 vues, je pensais que j'étais Madonna. C'est que, comme, c'est fou, mais les réseaux sociaux au début, là, c'était. Puis ça, je pense que tout le monde tombe dans ce piège-là un peu, mais c'est que. C'est euphorisant. Ben oui, puis comme tu penses que t'es quelqu'un que t'es pas, là. Tu fais des. C'est tellement impressionnant au début d'avoir des gros chiffres. Je suis allé au dépanneur, je pense que je me suis fait reconnaître. Ouais, c'est vraiment ça, là. Tu sais, au début, t'es vraiment quelqu'un de désagréable, puis là, à un moment donné, t'apprends à comme. As-tu été désagréable? Non, pour vrai, non, mais c'est juste. Non, mais c'est plus moi avec moi-même, c'est parce que le truc, c'est comme n'importe quoi qui monte, ça va redescendre. Puis la chute, a fait tellement mal, là, au début, là, quand tu t'es. Mettons, au début, quand tu t'es laissé impressionner par ça, moi, vraiment qu'il y a une chute, parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Les réseaux sociaux, c'est des hauts et des bas. Là. Ça peut pas tout le temps être en haut. Fait que quand tu commences à descendre, au début, c'est que tu te remets en question. Tu sais, je m'étais vraiment remis en question sur ma valeur. Là, puis j'étais comme, hey, pour vrai, là, comme, je peux pas me remettre en question en tant que personne en fonction des statistiques des clips de 15 secondes que je mets une fois par semaine. De gens que tu connais même pas, qui sont peut-être genre en Afrique. Qui me connaissent pas, là, ils me voient 15 secondes dans leur écran chaque semaine. Là. Ils ont pas vraiment d'opinion sur moi. Là, fait que, mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment fait un flash de, faut pas que je laisse n'importe quoi qui a rapport à la musique, faut pas que je le laisse m'atteindre en tant que personne. Fait que, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à réinvestir ou quoi que ce soit, c'est là où est-ce que je me garde vraiment une bonne distance avec ce que je fais parce que sinon, tu peux pas. Ça devient un outil. Ouais, c'est ça. Un outil de travail, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est qu'aussi, je trouve que n'importe quel artiste, c'est. T'sais, si tu veux pousser ton projet de l'avant, c'est que au final, tu es un brand. Là. C'est juste que ce qui est dur des fois, c'est comme une compagnie là, au final. Là, mais ce qui est difficile des fois à faire la séparation, c'est que tu es le visage de la compagnie, puis c'est la compagnie est centrée autour de Michael, puis Mike. Mais c'est ça. Fait que là, c'est là des fois que c'est dur, mais j'ai quand même assez tôt, à cause des réseaux sociaux, appris à comme, faire cette coupure-là, là, de me dire, moi, en tant que personne, mes amis, ils s'en foutent là, de ma musique. Là, c'est pas tant qu'ils se foutent de ta musique que ce que ça t'apporte. Oui, non, mais ils s'en foutent pas. C'est la personne ils vont me supporter, mais je veux dire, c'est pas, ils sont pas là pour ça, puis on s'entend. Mais d'ailleurs, c'est beau dans ton histoire parce que tes parents, tu le disais, tu assistes encore à tes spectacles. Ta mère est sûrement une très grande supporter de ce que tu fais. Ouais. Ton père aussi. Juste pas en même temps que les autres, on l'aura retenu. mais aussi, tu as la même blonde depuis tout ce temps-là. Ouais. Fait qu'elle a connu le jeune, puis le gars qui réussit bien présentement, puis vous évoluez ensemble. Ouais. Ça a été comment, justement, dans la relation? Parce qu'à un certain moment donné, elle a eu une certaine crainte de ce que ça pouvait donner. Parce qu'il faut nécessairement, quand tu deviens un entertainer comme c'est le cas, que tu entretiennes, être là pour les gens, être présent, mettre ta face dans le monde. Ouais, mais non, pour vrai, c'est pour ça que j'étais encore avec, là, mais c'est vraiment super. Là, c'est pour la meilleure blonde que j'aurais pu avoir dans ce milieu-là. Puis même, je parlais avec d'autres DJ, mettons, à Amsterdam, qui me disaient que leur relation a toute terminé à cause de ça, à cause de la jalousie et tout, mais elle m'a tellement tout le temps fait confiance. Puis je sais, non, pour vrai, elle a tout le temps bien réagi. Puis elle fait juste me supporter là-dedans. Puis elle est juste contente, là, elle trouve ça fun. Puis ce qui est le fun aussi d'elle, c'est que de base, c'est pas une fan de musique électronique, mais comme pas du tout. Fait que c'est pas une fille qui... Elle a un bon recul dans ouais, elle aime ce que je fais, elle me supporte, mais tu sais, je suis pas sûr qu'elle écoute dans la vie. Fait que c'est le fun, parce que ça crée un détachement qui est vraiment nécessaire. Là, tu peux pas avoir... En tout cas, moi, je suis content que ce soit pas quelqu'un qui court les festivals et tout nécessairement. Fait que c'est le fun. Là, comme elle vient avec moi pour me supporter, mais elle est pas... Ouais, je pense que mon point, c'est qu'elle n'est pas là pour le lifestyle qui vient avec. Là. Elle n'est pas témoin de... Non, elle n'est pas là pour la vie qui vient avec, mais elle est juste contente. Quand elle vient dans un festival, elle est contente d'explorer ça, mais sans plus, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Ça ressemble à quoi ta journée typique de travail? Parce que tu disais, ce qu'il a fallu que tu intègres beaucoup, c'est la discipline. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Mike DeMero? Mais quand j'ai des spectacles, c'est sûr que c'est différent parce que là, je suis dépendant de l'horaire des soundchecks, puis du spectacle, puis de tout ce qui vient avec, mais
une journée normale, moi, ce qui m'aide vraiment là, d'être plus productif, c'est juste de le traiter comme un 9 to 5 le plus possible. Puis moi, ça m'aide à être créatif parce que si j'attends que l'inspiration vienne, je game toute la journée. Là, fait que faut vraiment. Ça a l'air que ça joue pas mal à FIFA chez vous. Ça. Ouais, Nutshell beaucoup. Ah oui? Ouais, je suis très Nutshell, moi, ouais. Mais ça, puis. C'est qui ton joueur préféré? C'est Demi-Dove. Dans NHL. Dans NHL, ben, je fais mon propre bonhomme. Là, fait que c'est mon joueur. Il est tout à 98. Ouais, il est tout à 99, il mesure 6 pieds 7, puis il patine comme McDavid. Là. Ouais, ça, c'est mon joueur. Mais Demi-Dove pour le Canadien. Demi-Dove, ben oui, 100%. Avant, c'était Carey Price, mais là, il est plus là, malheureusement. Ouais, il avec les Sharks, ça. Oui, semble-t-il. Fait que c'est ça. Fait que là, toi, tu t'installes puis tu te dis, bon, je me force à. Ouais, non, c'est ça. Fait que, mais honnêtement, ce qui m'aide vraiment, puis aussi, c'est parce que le truc que je trouve difficile, c'est décrocher. Là. Mettons, vu que je travaille surtout de la maison, puis. Je sais pas, t'as tout le temps la tête là-dedans. Là. Il n'y a pas de punch-in, punch-out. Fait que j'ai vraiment de la misère à décrocher. Puis Fait que ce qui m'aide, c'est, mettons, je me fais un horaire, mettons, je travaille de 8 à 4. Puis, oui. Ouais, vraiment. Puis j'essaie de faire ça comme ça. Fait qu'au final, je compte mes heures. Je sais que j'ai fait au moins 40 heures à la fin de ma semaine. Puis le truc que je me suis rendu compte, c'est qu'avant, mettons, avant d'instaurer ça, je pouvais faire 60 heures dans ma semaine, mais comme il y en avait peut-être 10 qui étaient productives là-dedans, le reste du temps, j'étais juste fatigué et j'avais pas de fun. En me limitant à un 40 heures, 50, mettons, là, sur une grosse semaine, mais en me limitant à ça, je rentabilise comme toutes les heures au mieux que je peux, puis c'est plus sain pour moi. Là. Après ça, j'ai l'impression que c'est plus équilibré. Je peux voir mes amis, je peux passer du temps avec ma blonde, écouter des films. Là. On aime ça, avoir des moments ensemble. Oui. Fait que c'est d'avoir un horaire comme ça m'aide beaucoup. As-tu des objectifs? Mettons, cette semaine, il faut que je sorte une vidéo TikTok. Ouais, mais ça, c'est le truc sur lequel je suis encore un peu malsain. Puis il faut que je me trouve des stratégies, mais mes to-do lists sont longues de même. Puis c'est impossible là, de faire ça en une semaine. Là, mais je me fixe des objectifs beaucoup trop gros pour ce que je peux réellement faire, là, mais ça peut créer des déceptions à la fin de la semaine, ça. Là, ben, oui, c'est ça. Tu finis ta semaine, t'es tout le temps déçu de toi, mais tu sais, au final, mais oui, mais tu sais, là, j'essaie d'équilibrer ça un peu plus, mais je me fais comme, ouais, j'ai un horaire, mettons, j'ai mes objectifs de ce que je dois faire dans chaque mois, ce que je dois faire après ça, je coupe ça par semaine, puis après ça, je coupe ça par jour. Fait que c'est très structuré, là. Mettons, quand je rentre. C'est parce que le truc aussi, c'est que je trouve comme dans une carrière de musique, c'est que tu portes tous les chapeaux, là. T'es autant, mettons, le manager qui va déterminer les tâches. T'es autant tu dois planifier tout. Tu dois exécuter les tâches. Fait que ce qui m'aide, c'est de me mettre différents chapeaux. Puis, mettons, je vais m'asseoir une journée par mois. Je vais faire ma stratégie de réseaux sociaux pour le mois. Je vais m'asseoir après ça une fois par mois. Je vais faire mon horaire. Fait qu'après ça, quand j'arrive en studio, ben, je sais ce que j'ai à faire. Puis, je sais que j'ai déterminé des tâches à faire dans un moment où est-ce que j'avais la tête pour ça, là. Fait que moi, c'est ma façon de faire, là. C'est un peu spécial, cool. Là, mais... Non, mais c'est génial parce que ça démontre que c'est véritablement un travail en bout de ligne. Puis il y a une structure, puis on en entend parler de plus en plus des artistes qui vivent de l'épuisement professionnel. Fait que là, veut pas, faut se protéger. Tu sais, faut trouver des stratégies. Ça peut être très... ça peut vraiment venir chercher beaucoup, là, être très prenant, là, ce métier-là, parce que c'est de la passion. Fait que t'en donnes. Puis... Ouais, mais c'est aussi, je pense que c'est, comme je te dis, le fait de porter tous les chapeaux, c'est que ça a l'air bizarre là, de prendre une journée pour faire ça, une journée pour faire ça, mais c'est parce que ce que je me rends compte, c'est que si j'essaie de faire... si j'essaie, mettons, de faire de la planification, si j'essaie de faire du rationnel puis du créatif dans une même journée, ça marche pas parce que, comme on dirait, le temps que mon cerveau se branche dans du créatif, j'ai perdu tellement de temps, fait qu'on dirait que séquencer ça par moment précis, ça me permet comme de mieux focus, là, parce que sinon, ça devient tough, là, si tu essaies de passer d'une tâche à l'autre tout le temps, de faire de la création, mais entre deux affaires, essayer de planifier une vidéo puis de filmer. Oublie ça, là, à un moment donné, tu te perds là-dedans, là. Là, il y a un événement qui est arrivé dans ta vie qui a fait passer à une autre étape de ta carrière, puis qui devait être que tu devais anticiper beaucoup, parce que quand tu choisis de faire ce métier-là, tu sais que ça va arriver éventuellement, c'est-à-dire de faire des spectacles devant une grosse foule, mais devant des foules déjà à la base. Puis, sauf erreur, tu me corrigeras au niveau de l'année, mais je pense que à la veille du jour de l'an en 2023, ouais, ben le 31 décembre 2023. 31 décembre 2023, tu te retrouves pour ta première prestation quand même dans un gros festival qui est Toboggan, qui est les festivités, ça dure sur 2-3 jours à Québec. Avant la nouvelle année, on défonce tout. Puis de tout ce qu'il y a disponible comme DJ, on choisit d'aller avec Mike DeMero qui a ça d'expérience devant une foule.
Ouais, Puis je le dis pas en diminuant. Non. C'est la réalité. Ouais. T'avais aucun spectacle à ton actif. Ah non, belle preuve de confiance de Bleu Feu, là, parce que même moi, je me serais pas fait confiance. Là, mais... Salut! Ouais. Là, veux pas, tu sais, puis souvent, tu sais, on parlait, tu sais, justement, avant l'enregistrement de d'autres DJ, comme, mettons, un Bob Sinclair qui, lui, a commencé à faire ça. Tu sais, tout ce qu'il voulait, lui, c'est d'aller spinner des records dans des bars, puis là, on sait ce que sa carrière est devenue. Mais ce que je veux dire, c'est comme même des artistes qui se font entendre, qui font des spectacles, des grandes tournées, ont souvent commencé dans les bars sans être connus comme chansonniers. C'est des histoires qu'on entend souvent. Ça forme beaucoup. Ben Tu sais, oui. ça prépare beaucoup. Puis c'est une chose d'être là à créer tes beats, puis tes sons, puis tes chansons. Tu as la chance que toi, ça soit arrivé, puis que tu te fasses entendre dans les radios. Mais là, il faut que tu ailles défendre ton art. Ouais. Moi là, ce qui me stressait, c'était... Ben, d'abord, juste vas-y. avant qu'on t'offre cette possibilité-là, quel était ton objectif? Mais moi, c'est ça aussi, c'est que je me fixe des objectifs qui me font tellement peur. Là. C'est comme, souvent, genre, je veux faire ça, puis là, j'ai l'opportunité, puis je suis comme... Oh, pourquoi je voulais faire ça? Hein? Pourquoi je voulais, genre... Là, fait que j'étais comme, ah non, je veux faire des spectacles, là, j'aimerais ça. Puis là, quand j'ai eu l'opportunité, j'étais comme, oh boy, OK, ouais, là, c'est Halo, là, tu sais, c'est parce que on va peut-être en reparler tantôt, mais ton gérant, quand même, en avait vu d'autres, puis c'est un go-getter, là. Ouais. Un vrai de vrai, là. Ah non, ouais, non, il pousse. C'est ça que tu veux, tu sais. Mais il avait poussé beaucoup, tu sais, pour que... Ben de base, je pense qu'il poussait pour les plaines, là. Puis je pense que Bleu Feu était comme, on va se calmer, mais on va essayer Toboggan, tu sais. Oui, éventuellement, les plaines, on va les avoir. Ouais, finalement, fait que là, hey, pour vrai, non, j'étais vraiment stressé. Et là, il dit, hey, j'ai trouvé une gig pour toi. Ouais. Tu vas faire la veille du jour de l'an à Québec, Non, devant 5-10 000 personnes. Mais en plus, de base, j'étais vraiment intimidé. Mais là, on me dit, là, en tout cas, je sais pas trop, avec la ville, ils voulaient pas qu'ils fassent ça sur le setup principal. Tu sais, ils font un cube. Mais là, ils voulaient pas que ça se passe au cube, le show. Fait qu'ils faisaient ça sur une autre place qui est un petit peu plus petite. Puis là, j'openais pour Medusa. J'étais comme, OK, un petit peu moins stressant, moins de monde. Puis là, comme à 2 semaines avant l'event, ils me disent, hey, pour vrai, ils sont comme, la ville veut pas que le 31, on fasse le show au cube, mais à partir de minuit, on peut. Fait que est-ce que ça te tenterait de minuit à 1h d'aller mixer au cube en plus, tu sais? Est-ce que c'est vraiment le gros setup, là, c'est avec bien du monde. Puis là, moi, je dis oui. Puis en pensant qu'il allait y avoir personne. Fait que là, je prépare vraiment tout, tu sais, pour mon premier set qui est avant Medusa. Puis, mais après ça, quand j'arrive au cube, t'es genre, je sais pas combien il y avait de personnes. Là. À mes yeux, de personnes qui avaient jamais performé, il y en avait 200 000. Mais c'était pas le cas, là, on s'entend. Là. Mais c'était vraiment intimidant. Mais ça a tellement bien été en plus. Mais en plus, je me souviens, parce qu'on s'était rencontrés, c'était pas mal dans les premières fois qu'on avait la chance de jaser. Puis on avait été présenté là, vite, dans un événement avant, mais là, en tant qu'entrevue. Puis je te sentais déjà, mettons, poliment fébrile. Ouais, j'étais très, très fébrile. Là. Cette journée-là. Hey, j'étais pas agréable. Là, comme, pour vrai, j'étais désagréable. Là, j'étais avec mon père puis ma blonde dans l'auto. Puis je gossais tellement, là, je parlais juste de ça, puis les deux étaient comme, OK, pour vrai, décroche, là, ça va être correct. Tu parlais, mettons, tu disais quoi, là? C'était quoi? Je faisais juste dire, mais là, j'espère que ce remix-là, ça va être correct, là. J'espère que ça va pogner, là. Ah, mais là, je devrais peut-être pas jouer ça, hein. Là, il était comme, hey, pour vrai, man. Ça va être correct, là. Les gens, c'est le 31 décembre, ils vont avoir du fun. Hey, tu mettras ta clé USB, tu laisseras tout rouler tout seul. Ben, c'est ça, là, tu sais. Puis, mais moi, mon plus gros stress, c'était de parler dans le micro, parce que, mais tu sais, c'est quand même, je sais pas pourquoi, là, j'avais l'impression que j'allais arriver, puis j'allais faire comme, hey, what's up, Québec? Puis, tout le monde allait rester silencieux, là, tu sais, comme le pire cauchemar. Oui, en as-tu rêvé les jours avant de ça? Ah non, mais c'était cauchemar. Non, mais imagine, t'arrives, t'essaies d'être le gars hyper, tu sais, puis que, mais tu vu que t'es comme la première partie, tout le monde s'en fout un peu, fait que tout le monde est comme, c'était vraiment mon cauchemar, là, mais finalement, j'ai juste, tu sais, j'ai essayé une fois de parler dans le micro, tout le monde a crié, puis après ça, je lâchais pas le micro, là, tu sais, je me suis rendu compte que finalement, c'est beaucoup plus facile que je pensais, là. Mais ça reste quand même un environnement différent avec... il peut y arriver des impondérables pendant la soirée. Là. Ben non, vraiment, là, pour vrai, c'est... T'es-tu pratiqué vraiment? T'es-tu comme fait une générale avant? T'es-tu... Ouais, ben non, mon soundcheck, là, j'ai fait... J'étais arrivé à l'heure que mon soundcheck commençait, puis je partais... Oh, ouais. Non, j'ai fait mon soundcheck au maximum que je pouvais, puis avant, mais c'est ça, j'étais allé chez un de mes amis, là, j'étais allé chez un de mes amis qui, lui, ça fait longtemps qu'il est DJ, tu sais, puis... Il m'a vraiment comme coaché, là. Il m'a montré comment parler comment prendre un micro, comment faire une transition, comment structurer un set. Il m'a tout montré vraiment comme un débutant, là, tu sais, mais... Lui, il devait se dire, hey, moi, ça fait des années que je fais ça, puis le gars, la première gig qu'il va faire,
genre devant Ouais, ben c'est des sûr. milliers de Mais en même temps, personnes. tu sais, non, mais je pense qu'il était content pour moi. Puis aussi, il sait comment ça marche. Tu sais, ça reste que c'est un, tu sais, comme mettons un Alan Walker, là, tu sais, que de base, c'est plus un geek de studio. Lui aussi, c'est ça, là, tu sais, ses premiers shows, il a fallu qu'il apprenne à mixer devant 60 000 personnes, là, tu sais. Fait que je pense qu'il comprend que c'est une game, qu'il y a deux chemins, là. Il y a le chemin du DJ, puis il y a le chemin du producer. Mais, ouais, c'était vraiment stressant. Mais c'est drôle que tu parles justement d'Alan Walker parce qu'il fait partie de cette vague de DJ qui se cache un peu derrière le personnage avec son masque. Ouais. Lui, juste qu'il n'a pas compris que la pandémie était finie, mais... J'étais bien en avance, la pandémie. C'est ça, mais tu sais, il y a Marshmallow, il y a Deadmau5, tu sais, qui ont des couvre-chefs et même plus, couvre-visage, des masques, des têtes de mascottes. Définir ton personnage de Mike DeMero sur scène, Ouais. j'imagine que c'est toujours en construction, mais à ce moment-là aussi, c'est un genre de pression qu'il faut se mettre. Hey, là, c'est qui Mike DeMero? Hey, moi, pour vrai, ça. Parce que je pense que mon image sur scène, puis ce qui fait comme que les gens aiment ça, je pense que ça a tout le temps été comme très. Être authentique, là. Juste comme être. Parce que tu sais, l'image du DJ, c'est comme le gars avec un coat en cuir et des lunettes de soleil, tu sais. Puis. Ah, tu viens-tu me parler de Kaigo, là? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je suis vraiment pas. Je suis vraiment pas comme ça dans la vie en général, puis peut-être un peu naïvement, mais tu sais, mon premier show, je pense que j'ai mis un chandail des Nordiques, puis tu sais, j'étais bien normal, Parfait mettons. pour te faire bien recevoir. Ouais, mais tu sais, en voulant dire, dire, j'étais bien normal, tu sais, puis je pense que c'est ça qui a connecté, puis tu sais, honnêtement, mon premier show, à regarder des vidéos, je pense que ça paraissait un peu que c'était ma première fois, puis que j'étais un peu. Mais c'était pas un négatif parce en que mode. tu le sais. Tu sais. Pas bon. Je pense que c'était comme plus un peu. Il y a vraiment un petit côté. Ça paraît que j'étais impressionné, là. Tu sais, comme quand le monde criait, je pense que ça se voyait dans ma face, j'étais impressionné. Ça, Puis. on appelle ça une belle candeur. Ouais, Ça peut être un peut-être. avantage. Mais je pense, non, mais tu sais, j'ai toujours un peu misé sur comme juste être moi-même sur scène, puis c'est fou, mais ça a tout le temps quand même payé. Tu sais, je pense. Tu sais, j'essaie pas comme de faker de quoi. Là. Quand je suis sur scène encore aujourd'hui, je suis tout le temps impressionné quand le monde m'envoie de l'énergie. Puis j'aime ça, là, je trippe pour vrai. Fait que je pense que quand j'envoie cette énergie-là au monde, ben, le monde me la renvoie. Là, c'est ça qui est le fun. Fait que j'ai pas vraiment de personnage, là, mais je mise un peu là-dessus en même temps. T'étais comment en sortant de scène? Ah, là, j'étais désagréable, mais parce que j'arrêtais pas de parler de ça. J'étais comme, ouais, écoute, tu te rappelles-tu ce moment-là? Là, Oui, comme... on a eu le avant, le pendant, là, on a l'après. Non, là, après, c'était. Non, mais c'est parce que là, j'en parlais non-stop, mais j'étais vraiment content. Là, parce que ça a vraiment, vraiment bien été aussi. Puis, tu sais, un 31 décembre à Québec, c'est pas grand public dans le monde qui peut battre cette énergie-là, tu sais. Fait que c'était vraiment comme. Moi, je pensais que ça allait tout le temps être ça à l'avenir. Là. Fait que t'étais Madonna encore! Ouais, non, exact. Non. Là, c'était plus dans l'ego, c'était plus dans le. C'était vraiment juste dans. L'accomplissement. Ouais, j'étais juste fier, tu sais. Mais c'est juste que le problème, par contre, c'est que je pensais que ça allait tout le temps être ça. Après, je pensais que toutes les foules du monde, c'était ça. Puis je me suis vite rendu compte que c'est pas toutes les foules qui sont un 31 décembre à Québec. Là. C'est pas tout le temps cette Mais énergie-là. la première fois est spéciale quand même. Mais oui, là, c'était une première grosse fois, tu sais. Fait que, mais non, non, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est probablement mon meilleur souvenir de scène, là, encore aujourd'hui. Là, évidemment, t'arrives, tu commences, tu vas faire les dents un peu là-dessus. Il y en a plusieurs qui te donnent des opportunités. Il y a l'effervescence qui vient autour. Tu vas avoir la chance à ce moment-là de faire des grosses scènes. Entre autres, pas si longtemps plus tard, tu te retrouves encore devant une foule extraordinaire en 2024, en juillet, Bleu-Feu qui est là derrière toi puis qui t'offre l'opportunité d'être sur les plaines. Vraiment, c'est fou. Là, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour marquer l'imaginaire des gens? Ouais, c'était... Ce flash-là? Ouais, mais non, mais en plus, c'est juste, je sais pas, je trouvais que c'était un peu évident, tu sais, parce que l'année d'avant, on a tout vu, là, les étoiles filantes. C'est comme la. Il me semble que c'était comme la dernière grosse performance du groupe ensemble. Là, en fait, les plaines, c'est dur à battre. Fait que je pense que c'est la dernière plus grosse, mettons. Là, puis la vidéo, c'était absolument légendaire là, de eux qui sont ces plaines. Puis c'était super beau. Tout le monde a été marqué par ça. Puis moi, pour de vrai, mon père a tout le temps écouté de la musique québécoise. Quand j'étais jeune, moi, j'étais plus comme Lady Gaga, Katy Perry, mais les étoiles... On se demande pourquoi, tu sais. Ouais, mais les étoiles filantes, pour vrai, j'ai tout le temps trouvé que cette mélodie-là, c'était international, un potentiel international. En termes de mélodie, je trouve que c'est tellement brillant, là, la mélodie d'accordéon dans cette chanson-là. Puis, tu sais, quand je te parlais tantôt d'une chanson qui peut être habillée un peu n'importe comment, j'étais comme, pour vrai, cette mélodie-là, tu mets ça dans n'importe quel style de musique, puis c'est autant bon. Là. C'est vraiment comme du génie pour moi. Puis, je pense depuis que j'ai commencé à faire de la musique, je me disais ce serait une bonne tune en musique électronique. Puis là, j'étais comme, ouais, là, je m'en vais faire les plaines.
j'ai toujours voulu faire ce remix-là. Puis là, je suis rendu à OK, c'est une idée que t'avais. Pour vrai, ouais, non, pour vrai, oui. Ça fait vraiment temps. longtemps que je me disais que ça serait une bonne chanson en musique électronique. Puis j'étais comme. Là, je suis rendu à un point que je pense que mes habiletés en réalisation de musique, mettons, sont je serais probablement capable de remixer la chanson sans la détruire, là, parce que c'est tout en ça le risque. Là, tu veux pas manquer de respect non plus à la chanson. Ça là. reste une chanson mythique. Ben là, c'est ça. J'étais comme là, c'était vraiment dur à balancer. Ben, j'étais comme, je veux le faire. Je pense vraiment que ça peut être un beau moment. Puis c'est surtout ça l'intention, c'était d'avoir un beau moment de base, là, parce que je pense que les gens sur place il y a vraiment un lien spécial avec les Cowboys Fringants. Mais j'étais comme non plus, je veux pas manquer de respect. Je veux pas avoir l'air du gars qui fait un remix en 2 minutes sur son ordi puis qui a l'air de juste faire ça pour avoir le cloud qui vient avec. Là, fait que c'était de trouver l'équilibre, mais pour vrai, le remix que j'ai fait, j'étais vraiment confortable de présenter ça. Là. Je pense que ça détruit pas la chanson. Puis je pense que c'est assez clair que j'essaie juste d'y apporter ma touche sans manquer de respect. T'sais. Puis, mais je m'attendais quand même pas à cette réaction-là. Là, c'était quand même. C'est incroyable. Puis en plus, tu as eu l'occasion de le refaire cette année avec Sam Felt. Ouais. Ça, c'est... Lui, il est allé un peu à l'aveugle. Hey, non, ça, c'était drôle, là, parce que on voulait faire notre tune, parce que c'est ça, pour mettre en contexte, là, c'était en 2025, Sam Feld finissait ses plaines, puis il m'a invité, parce que j'ai fait une chanson avec lui, fait qu'il m'a invité. Et la chanson, excuse-moi de t'interrompre, n'était pas encore sortie, mais Calling, qui est ton gros hit présentement, en version française avec Lou, mais vous travaillez aussi avec Dynaro, puis et évidemment Sam Feld en collaboration. Ben, c'est ça, dans un cadre de promotion, on s'était dit, bon, ben, tu sais, Sam, il m'avait dit, ben, tu viendras performer la chanson avec moi, c'est pleine. Fait que comme ça, on va pouvoir promouvoir notre chanson, puis ça peut pas nuire. Là. Puis, mais là, il me dit, me semble c'est bizarre si tu fais juste monter sur scène, venir faire une tune puis t'en aller, là, tu vas taper des mains. Puis ça va être un peu... Ouais, t'es une mascotte, là, littéralement. Fait qu'il était comme, on pourrait comme enchaîner une autre tune ou deux, comme ça, on va faire un petit back-to-back, tu sais, puis comme ça, au moins, tu vas être venu pour la peine, tu sais. Puis on jase, puis je suis comme, hey, pour vrai, tu sais, il y a ce remix-là que j'ai fait. Je l'ai joué ses plans l'année passée, c'était débile. Alan Walker, il l'a joué à Québec, c'était débile aussi. Je pense vraiment que, tu sais, tant qu'à venir avec toi, je pense que tu pourrais la jouer, je pense que ça va être un beau moment, ça va être le fun. Puis il l'entend, il est comme, OK, ben, tu sais, on s'entend, là, il est néerlandais, le gars, il sait pas là, ce que ça dit dans la tune, il est comme, OK, ben écoute, je te fais confiance, là, on va le jouer. Tu sais, j'aime bien le drop, fait que je te fais confiance, tu dis que les gens, ils connaissent la chanson, go. Puis on a joué le remix, puis comme quand je suis sorti, le manager. Ah non, c'est fou, là, tu sais, la réaction. Ben, tu sais, c'est ça. Là, les étoiles filantes, c'est plein d'Abraham, là. C'est juste, c'est malade, là, tu sais. Puis c'est fou la portée que cette chanson-là, là. Puis. Ça va être un classique éternel, là. Ah, c'est débile. Mais pour vrai, c'est fou, là. À quel point, tu réalises à quel point ce groupe-là a marqué le Québec, mais c'est fou, là. Genre, cette chanson-là, la portée que ça a sur une foule comme les plaines, là. Là, tu dis en sortant. Ah, non, mais c'est ça, là, je sors, là, le manager à Chicago, il est comme, c'était quoi ça? Mais tu sais, en mode, il est comme, hein? On est tellement tôt, pourquoi le monde est fou de même? Genre, c'était bien bon, genre. Parce que Kaigo était la tête d'affiche. Ouais, tête d'affiche, Samfield, il était quand même tôt en soirée. Il était comme, j'ai rarement vu un public en feu de même à cette heure-là. Là. Et puis là, j'y explique le contexte, là, il comprend. Sam, il sort, il est comme, man, comme une chance, tu m'as donné ça. Là. Il dit, je pense que c'est mon moment préféré du show. Là. Il capotait, puis il l'a rejoué après quand il revenait à Trois-Rivières. Puis je l'ai vu à Amsterdam la semaine passée, puis il m'a dit, c'est rendu mon arme principale quand je viens au Québec. Là. C'est cool. Il a l'air d'un bon body, lui, parce que je me souviens, justement, je pense que j'avais fait une petite story. Je pense qu'il y a comme genre 5 millions d'abonnés sur Instagram, entre autres, puis je compte pas les autres plateformes, mais il s'est mis à m'envoyer, tu sais, genre à me jaser sur les réseaux sociaux. J'ai fait comme... vraiment connu. Il a l'air easy going, ce gars-là. Il est vraiment, pour vrai, il est vraiment cool, puis pour vrai, ben, je l'adore parce que c'en a un autre comme Hello Black qui m'a vraiment donné des passes sa palette. Là. D'avoir un gars de même qui veut collaborer avec moi sur une tune comme Calling, c'est complètement fou, là, puis il m'a tellement fait confiance là-dedans, puis... mais ouais, c'est vraiment un bon gars, puis c'est drôle parce qu'il est connu. À chaque fois que tu dis Sam Felt à quelqu'un dans l'industrie, le monde est comme, oh, c'est pas le gars, ça, qui commente beaucoup en dessous du post du monde. Là. Il commente tellement là, en dessous du post du monde, il donne beaucoup de support, c'est le fun. Ah, c'est le fun. Je peux pas faire autrement que de prendre toute cette effervescence-là, puis de réfléchir à un phénomène, entre autres comme un Avicii, où ça l'a littéralement tué. Mm-hmm. Ouais. Faut voir le documentaire d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, très touchant également. Mais tout ça, c'est comme une drogue, tu sais, beaucoup d'adrénaline, ça rentre dedans. Toi, bon, tu y es arrivé tranquillement, pas vite, mais tu sais, sur des gros shows en partant, c'est, ouais. Tu sais, tu sens là, le contrôle que tu as sur la foule qui est devant toi.
ils te connaissent pas, mais si c'est bon ce que tu fais puis que tu communiques bien avec eux, ils embarquent puis t'es comme Master of Puppet, là. Oh non, c'est assez fou, oui. Tu vis comment avec ça puis comment tu te protèges peut-être justement pour avoir toujours cette discipline de vie-là? Ouais, mais tu sais, puis on s'entend, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas au stade qu'Avicii était, puis je sais pas s'il y a un autre DJ dans l'histoire qui va atteindre ce stade-là. Là. La réalité, c'est que c'est pas mal le plus en demande que j'ai jamais eu. Là. Fait que, bonne affaire. Je vais probablement jamais être usé à ce point-là. Mais je pense aussi... écoute, là, il faudrait que tu fasses du rattrapage parce que, ironiquement, lui aussi est décédé comme de grands les Jimi Hendrix de ce monde à 27 ans. Là. Ouais. Fait que là, t'arrives proche de ça. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, on s'entend, là, à mon âge, Avicii était pas mal plus avancé dans sa carrière que je l'étais. Là. Il était déjà en train de penser à prendre sa retraite, là, à mon âge. Fait que, mais je suis pas là. Mais ça reste que, oui, mais je pense que c'est de l'apprentissage. Mais tu sais aussi, je fais vraiment tout le temps beaucoup d'introspection, là, parce que je veux c'est tough des fois, là, tu veux tellement tout le temps atteindre un niveau supérieur que des fois, c'est tough de trouver un bon équilibre là-dedans. Mais c'est sûr que le premier show, justement, Toboggan, le mois d'après, était quand même rough, là, parce que c'est tellement d'adrénaline d'une shot, tu t'y attends pas. Tu parlais du hype et du down. Ben ça, c'est fou, là, un spectacle, quand tu te sépares pas de ça, c'est tellement d'adrénaline d'une shot, puis tu sais, le lendemain, mettons, tu t'en retournes chez vous, à ton appart, puis tu manges du spaghette, puis tu fais ton truc, là, puis c'est comme, on dirait que ça clash beaucoup, tu sais. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est juste d'avoir une discipline de vie, justement, de ne pas briser ma routine, puis d'avoir une routine de vie, puis de le voir comme un travail, ça m'aide beaucoup. Là. Voir ça comme un travail et non voir ça comme une partie de moi-même, ça aide beaucoup parce que c'est là que ça devient dangereux. Mais je pense tu ne te définis pas par ça. Non, faut pas. Mais c'est tough des fois. Là. C'est sûr que des fois, tu te définis plus par ça que tu voudrais, mais après, c'est du moins. Je pense que c'est de faire l'introspection nécessaire pour essayer d'activement faire les efforts pour te séparer de ça. Mais tu sais aussi, Avicii, c'est parce que je pense que là, c'était dans un train pas possible. Là, jouer avec le jet lag comme il faisait, puis là, tu peux pas survivre à ça. Puis le problème, c'est sûr que, mettons, ça prend pas longtemps où est-ce que tu te rends compte que si tu veux rester debout plus tard, il y a plein de monde autour de toi qui prend de la drogue pour y arriver. Puis je pense que si tu... Moi, vraiment que tu as une ouverture à ça, c'est facile, je pense, d'embarquer là-dedans. Là. Je pense un peu ça qui est arrivé dans son cas. Mm-hmm. Fait que ouais. Mais je reste quand même dans l'hygiène de vie, là, parce que tu m'as parlé de revenir manger ton spaghette. Moi, je me suis laissé dire que tu n'étais pas fan de légumes trop non plus. C'est qui t'a dit ça? C'est ça ton scoop, tu m'as dit tantôt? Ben, peut-être. Non, j'haïs les légumes, là, c'est assez dramatique. J'haïs ça, c'est pourri. Hein. Mais non, mais c'est pourri, je sais, c'est pourri que moi, j'aime pas ça. Faudrait que j'aime ça parce que... Ouais, non, je sais. Ça a l'air qu'il y a quelqu'un de très, très près de toi qui travaille fort, fort, fort à améliorer ta diète. Qui est ça, Alex? Non, mais plus proche encore. Ah ouais, hein, ma blonde, ça? ma blonde, elle travaille fort. Ma blonde, ouais. Non, mais honnêtement, je mange pas mal. C'est que je mange pas bien. Genre, je mange neutre. Mettons, neutre, c'est quoi neutre? Moi, je veux que tu m'expliques la neutralité culinaire. Mais je sais pas, là, je donne genre du riz que du poulet. OK. Mais ça, c'est quand même bon. Ouais, c'est bon. Tu rajoutes des brocolis, par exemple, tu vois, c'est une petite coche au-dessus. Ouais, mais c'est ça que je fais pas. Si là, le problème, c'est plein, là. Puis, les greens, man, les greens. Je mets de la sauce sriracha, genre, c'est comme ça. Ça, c'est ton légume. Ouais. Il y a de la tomate là-dedans? Mais j'aime pas, pour vrai, j'aime pas les légumes. Ça, c'est. Puis même les fruits. Ouais, j'aime pas le processus de les couper. Puis, autant je te dis que je suis discipliné. Le blender. Non, mais autant je te dis que je suis discipliné dans mon régime de vie, de travail. Mais genre, quand vient le temps de me préparer de la nourriture, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Là, tu vois, tu me fais prendre conscience. Là. Maintenant que je me fais exposer publiquement, il faut que j'apprenne à avoir une discipline de ouais. Hey, je suis là pour toi, moi, Mike. Merci. Je suis là pour toi. Tu parles à ma blonde pour vrai ou? Ah, et moi, je révèle jamais mes sources. Il faut faire ses recherches. Ce serait vraiment des deux mondes qui collapsent. Là, si tu me disais que tu avais... sinon, tu sais, je regarde un peu. T'as un beau parcours, c'est cool. Il y a plein de choses qui t'arrivent. J'ai vu récemment que ce genre de breuvage-là, et je tiens à le dire, c'est un commanditaire à toi. Ouais. Coors Light. Cheers, oui, by the way. Cheers. Colin. C'est le fun. Hop, ça, tu sais. Ça t'amène de belles opportunités. Mm-hmm. C'est quelque chose, tu sais, tu parlais d'être un brand, d'être une marque, d'être un produit. C'est quelque chose avec quoi tu es confortable de t'associer, justement. Ouais, ben dans la façon que c'est fait, oui. Là. Parce que, tu sais, si c'était ma société... Ben, tu sais, d'un, on s'entend, je suis un DJ. Là. Fait que, tu sais, la réalité est que j'en ai jamais abusé parce que sinon, je serais pas capable d'être performant, mais
la réalité, c'est que ça reste que t'es dans un monde que l'alcool fait partie de ça. Mhm. Mais ce qui est bien avec le partenariat que j'ai avec Coors Light, c'est que le but, c'est vraiment pas de promouvoir l'abus. Là, puis en fait, légalement, ils pourraient pas, on s'entend, mais même à ça, au-delà de ça, le but n'a jamais été de promouvoir l'abus, ni même. Ça n'a jamais été l'action de boire une bière là, qui est promue. Fait que c'est pour ça que ce partenariat-là en particulier, oui, j'étais confortable avec. Ça correspond. La façon de l'emmener, ça correspondait avec l'image que j'ai envie de projeter. Puis ben, c'est sûr que on se mentira pas là, en tant qu'artiste. Si t'es stressé financièrement, c'est vraiment tough de créer. Là. Genre, créer quand t'es stressé, ça marche pas. Fait que, pis ça, je pense que c'est le conseil que tous les artistes ont toujours donné à tout le monde, mais c'est faut que tu trouves des façons d'être confortable avec l'argent, sans pas d'être riche, là, mais juste d'être confortable, pas être stressé de payer ton loyer puis ton studio. Puis ben, c'est sûr qu'avoir des partenariats, à un moment donné, tu te rends compte que si tu veux être capable de pas stresser à avoir un numéro 1 radio tout le temps ou d'avoir ci ou ça aide. Là, ça aide à avoir une certaine tranquillité. Là. Super. Alors, on arrive vers la fin de notre conversation. 2-3 petites choses. Si tu avais à faire un top 3 de tes pas plus grands accomplissements, mais peut-être les points tournants de ta carrière jusqu'à maintenant, des 5-6 dernières années. Laisse-moi penser un peu. Attends un peu. Je pense que les étoiles filantes, c'est plein. Là. J'ai pas le choix de le mettre. Là. Ça a quand même, je pense, marqué beaucoup. Ça a marqué beaucoup, je pense. L'attachement avec le public. Ouais, non, aussi, c'est ça. là. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment un. Le plus, c'est que je l'avais. Pour de vrai, je l'avais vraiment pas fait pour ça. Là. Parce que je pensais juste pas que ça allait faire ça. Là. Non, mais moi, je vais te le dire de façon plus neutre, là, plus objective. J'ai jamais vu ça comme un signe d'opportunisme. J'ai vu ça comme du crowd pleasing. Tu avais vraiment envie de connecter avec le monde et leur faire plaisir avec quelque chose de vrai là-dedans. Quand je suis DJ sur scène, ma job, au final, c'est de plaire au monde. Là. C'est de leur faire entendre ce qu'ils ont peut-être envie d'entendre, mais de leur emporter d'une façon où est-ce qu'ils n'auraient pas pensé que je pouvais aller. Fait que c'est ça, j'étais comme, c'est le fun. Là. Je mixe sur les plans d'Abraham. Ma job, c'est un peu de faire ce genre de choses-là. Fait que oui, mais ça reste un point tournant, je pense. Toboggan, là. Toboggan, c'est sûr, parce que c'est ma première fois sur scène, première fois que j'ai parlé dans un micro, puis ça m'a tellement donné confiance, là, une confiance que j'avais pas, puis ça l'a débloqué parce que le monde était. Pour vrai, c'est ça. Comme je te disais, un 31 décembre à Québec, là, t'as pas gros public plus généreux que ça. Là. Le monde m'a tellement donné de l'énergie, puis ça m'a tellement donné confiance. Fait que ça, je pense. Puis, je pense Night in Paris, probablement. Ouais, Night in Paris, je pense. Ben non, c'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Ma blonde qui me dit de faire des TikTok. Hey, où tu t'en es bien sorti, là. Ouais, non, je parlais de. Non, mais pour vrai, ma blonde qui me dit de faire des TikTok, ça a vraiment été un point tournant parce que si ça avait pas été de ça, j'aurais pas vécu de la musique jamais de ma vie, probablement. Là. Parce que j'étais vraiment rendu au point où est-ce que c'était comme. Ça me prenait un truc là, tu sais. Fait que, ouais, je pense. Une mention spéciale à Night in Paris et les Ben oui, non, 100%. Là, on va le mettre dans les top 4. Là. Un autre top 3, des objectifs encore à accomplir. Ce que tu as sur ton tableau, puis tu te dis, tu sais, c'est peut-être au niveau du rêve présentement, mais ouais. On a une cible dessus, donc c'est un objectif. Je pense Tomorrowland. Là. J'allais le dire dans la 50. Le gars pas original pour 2 scènes, là, mais je pense que tous les DJ, c'est un peu ça. Ça représente quoi Tomorrowland? C'est comme le. Je sais pas, je suis jamais allé, fait que je sais pas dans le fond, mais c'est juste que je sais pas, on dirait que depuis que je suis jeune, que musique électronique égale Tomorrowland. Il y a comme un. On dirait qu'il y a un mythe autour de ce festival-là où je sais pas, ils ont vraiment géré l'image de marque, mais. C'est fou, là, comme à quel point c'est ça, c'est mythique dans l'univers collectif. Là. Fait que je pense, juste avoir mon nom sur un line-up à Tomorrowland, c'est sûr que c'est un objectif. Ah non, là, pour vrai, l'orgueil va être mis de côté. Non, mais tu sais, je pense que c'est le genre de festival que tu veux vraiment faire. Je pense. Tu sais, j'ai pas un chanteur en particulier, mais tu sais, j'ai comme une liste de chanteurs que. Des chanteurs dans d'autres styles. J'aime beaucoup, j'écoute vraiment pas juste de la musique électronique. Fait il y a plein de chanteurs. On a compris que tu étais un musicien aussi à la base. C'est ça, ouais. Fait il y a plein de chanteurs qui font comme partie d'une liste, mais que j'aimerais collaborer avec là, dans d'autres styles. Des fois, mélanger la musique électronique avec d'autres styles, mais donne-nous un ou deux exemples. Je sais pas, genre Lana Del Rey. Patrick Watson, mettons. Mais Patrick Watson, c'est accessible. Oui, non, en fait, je le connais un peu, fait que c'est vraiment pas impossible, mais tu sais, mettons d'avoir quelque chose qui sort avec lui, tu sais, ce serait vraiment un
grosse étape pour moi. Au Québec, pour être au Québec, Cœur de pirate, j'aime vraiment ça. Là. Je trouve Encore là, très accessible. tellement qu'elle a une voix unique. Là. Puis ben, c'est ça. Non, mais c'est pas juste des artistes pas accessibles. C'est juste des artistes que je respecte ce qu'ils font beaucoup. Puis il y en a quand même beaucoup. Mais je pense que Lana Del Rey, mettons, plus à l'international. Puis sinon... Puis autre étape, je ne sais pas pour vrai. Je pense résidence à Ibiza. Un jour, là, une résidence à Ibiza, ça a l'air le fun. Là. Ça... Tu vas avoir avant la famille ou après la famille? Ouais, ben là, c'est sûr que tu peux parler d'objectifs de carrière. Là. C'est pour ça, Émilie, c'est pour ça que je parle. Non, non, mais avant, idéalement, je pense. Là. Je pense que c'est le genre de truc que c'est mieux de. Mais je pense que c'est mieux d'instaurer ce genre de truc-là dans ta routine avant d'avoir une famille. Comme ça, quand tu as une famille, tu es déjà habitué à naviguer avec ça. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que si j'avais une famille, c'est pas dans mes objectifs court terme, une famille, juste pour la raison que j'ai l'impression qu'après ça, si tu as des évolutions dans ta carrière puis que ton rythme de vie change, c'est un peu tough d'imposer ça à ta famille versus si tu fais ta famille un mois. Hey, j'ai 25 ans, là, je parle comme un gars qui sait de quoi il parle, hein? Mais c'est juste que pour moi, pour mes propres plans de vie, j'ai l'impression que c'est mieux si j'ai une famille après, comme ça ma routine va déjà être. Ouais, c'est ça. Tu nous as donné plusieurs conseils sans le savoir, puis je termine là-dessus, mais si tu avais à parler à ton toi qui a 16-17 ans, qui cherche un peu, il a la confiance de ses parents, tu lui dis quoi? Honnêtement, je pense que je le laisserais naviguer là-dedans. Tu sais, je pense que ça a bien été, puis je pense que toutes les décisions que j'ai prises, autant les mauvaises que les bonnes, tu sais, ça te forge là, au final. Là, tu sais. Fait que je pense que je me laisserais aller parce que je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, je pense que je suis content là, tu sais, de ce que j'ai accompli. Là. Fait que je pense que je le laisserais faire. Bravo. Ce qui est le fun avec toi, c'est qu'on va pouvoir faire ça peut-être dans 5 ou 10 ans, puis on va avoir encore plein d'affaires à dire. On espère. C'est sûr. En attendant, on trippe avec toi. T'es chaud, t'en as de plus en plus, ou c'est toi qu'on vient voir, puis là, t'ajoutes de la pyrotechnie, des affaires de même. C'est vraiment le fun. Ton album Forever Young qui est disponible. Ouais. Puis il doit y avoir 2-3 affaires dans ton tiroir qui restent à négocier, mais qui sont déjà prêtes. Puis qui. Oui, mais toujours. Mais je pense en prendre après ça, à voir si ça va sortir. Mais toujours, je pense, ça prend des projets. Là, fait que j'ai tout le temps. C'est pas parce que je sors, mettons. C'est pas parce que je sors un EP ou que je sors un single que c'est une finale. C'est jamais une finalité. Là. Mon but, c'est que ça. Il y a tout le temps des trucs dans le tiroir. Là. Fait qu'on verra. Peut-être qu'en décembre, d'ici à ce que le podcast sorte, il y aura eu d'autres choses finalement, puis on verra. Génial, on sera là pour l'annoncer sur lecarnet.ca. Merci encore une fois d'avoir écouté ça. Merci encore une fois à nos collaborateurs puis nos partenaires commerciaux qui sont là, Desjardins de Québec, aussi lepointdevente.com, Doki Doki, toute la gang de votre studio créatif aussi, vraiment cool. On a du fun. Allez nous suivre, lecarnet.ca sur toutes les plateformes, également Vertical Club. On a des belles affaires qui s'en viennent. C'est vraiment cool. Mais surtout, merci à toi, Mike. C'est le fun. J'ai eu un coup de cœur pour toi dès le départ. Je te trouve groundé au bout. C'est le fun parce que tu as l'air naturel, tu as l'air bien, tu as un bel environnement, puis tu livres en s'il vous plaît. Ah, ben merci, t'es fin. C'est solide, puis on va continuer à suivre ça. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci.